Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 15e session de formation à l'apprentissage de la programmation avec Delphi. Comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté multiplateforme puisqu'à partir d'aujourd'hui, nous allons attaquer FireMonkey, qui est un framework qui permet de créer des applications avec une interface utilisateur simplement et les compiler pour Windows, iOS, Mac, Android et Linux depuis Delphi en Pascal. Donc, je vais reprendre la présentation de base. Donc là, pour les personnes qui étaient déjà là sur les trois précédentes semaines, il va y avoir de la redondance. C'est un peu volontaire. Ah, volontaire. Disons que c'est un peu impératif puisque en fait nous avons de nouveaux inscrits pour la partie FireMonkey, donc je suis obligé de reprendre tout, en tout cas une partie de ce que j'avais dit sur la première session et de reprendre des bases juste pour être sûr d'avoir tout le monde à niveau pour attaquer la suite. Donc, hop, alors, première chose, donc je suis prestataire informatique et formateur Delphi. Vous avez trois sites principaux pour me contacter. All Software, qui est ma société principale, ce format Delphi pour les formations d'entreprise, et Développeur Pascal, qui est un blog sur lequel je parle de l'actualité du développement en Pascal et donne quelques trucs et astuces. Vous avez aussi trois façons de me contacter, le blog avec les formulaires de contact, ou sur les deux autres sites, Twitter ou LinkedIn. La présentation sera évidemment rediffusée, disponible en rediffusion sur Internet, et vous aurez aussi les téléchargements des PDF, donc pas la peine de noter les liens, vous pourrez les récupérer plus tard. Dernière chose, oui, par rapport à la présentation, donc vous êtes sur une fenêtre normalement de navigateur avec la partie vidéo sur la colonne de gauche, sur la partie principale, et une colonne à droite pour les contacts. Vous devriez avoir déjà un message avec le lien pour les rediffusions qui redirige vers la chaîne YouTube de Bernstein. Et vous y trouverez aussi les PDF de ces présentations. Vous pouvez aussi me laisser des messages au fur et à mesure et vos questions, j'y répondrai dans le courant de cette session et éventuellement les suivantes, de quoi il s'agit. Alors, ce bootcamp a pour objectif de vous montrer comment faire de la programmation de logiciels et applications mobiles en utilisant le Pascal et Delphi. Je vous donne donc rendez-vous tous les jours de matin entre 10h et midi, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois, pour parler multiplateforme, et je répondrai à vos questions au fur et à mesure. Pour les absents et la postérité, ce bootcamp est donc enregistré. J'ai toujours un doute quand je dis ça, mais oui. Les rediffusions sont donc disponibles sur apprendre-delphi.fr, qui est le site principal sur lequel je mettrai d'autres formations ultérieurement, et vassure.fr/delphi bootcamp, qui vous redirige vers la chaîne YouTube de Bernstein France, où vous retrouverez les rediffusions de ces sessions de formation, et celles des webinaires qu'on a déjà faites, et des prochains, et d'autres choses qui arriveront au fur et à mesure dans les jours et semaines qui viennent. Pour discuter entre vous, partager vos impressions et vos progressions sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser Delphi Bootcamp comme hashtag. Je répondrai aux questions qui sont posées avec sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Je ne regarde pas forcément les autres réseaux sociaux sur lesquels on pourrait être. Donc, vous voyez sur lesquels vous voulez participer en utilisant le mot-clé en question. Sinon, il y a Delphi aussi en dièse qui peut être utilisé, mais comme c'est aussi une société qui fabrique des moteurs, il y a des cas où ça ne tombe pas forcément sur ce qui nous intéresse. Si vous avez encore des personnes autour de vous qui seraient intéressées par cette formation, n'hésitez pas à les envoyer sur apprendre-delphi pour qu'ils s'inscrivent, pour suivre les sessions en direct ou regarder les rediffusions. Alors, qui est concerné par ce bootcamp? En fait, toute personne susceptible de faire de la programmation à un moment ou à un autre dans sa vie, puisque les premières sessions reprenaient les bases de la programmation. Alors, je me suis servi du Pascal et de Delphi pour ça, évidemment, puisque c'est quand même la chose qui m'intéresse, que je pratique depuis 25 ans et quasiment à temps plein depuis 3 ans, à nouveau. Mais ce que j'ai dit peut fonctionner dans d'autres langages, évidemment, puisque l'algorithmique, la conception de bases de données, puis la façon de créer des programmes est la même, quel que soit le langage, il y a juste les instructions qui changent. Donc vous pouvez les envoyer sur les premières sessions du bootcamp, et puis vous avez les informations au fur et à mesure avec des questions, et ils peuvent nous rejoindre sur cette deuxième partie, une fois qu'ils ont les bases, histoire de ne pas être complètement largué sur ce que je vais dire pour la suite, puisque ça va se compliquer un petit peu. Pour suivre la phase 2 donc, de cette formation, il faut avoir des connaissances en développement, ou en tout cas un minimum de connaissances en Pascal et ou la VCL.
pour ceux qui auraient suivi les sessions précédentes ou qui seraient déjà des utilisateurs de Delphi. Connaissance en développement, pour pas être largué sur ce que je vais dire, après, peu importe le langage, je pars du principe qu'un développeur est censé pouvoir se débrouiller dans d'autres langages quand il en connaît un correctement. Donc, n'hésitez pas de toute façon à poser vos questions au fur et à mesure si vous en avez, même si ça vous paraît complètement débile. Cette formation n'est pas le MCU, mais elle est quand même découpée en 2 phases, et en fait, il y en aura peut-être une troisième. Donc la première, c'était tout ce qui concerne le Pascal objet, la prise en main de Delphi, la programmation Windows avec la VCL. La phase 2, donc c'est celle qui commence aujourd'hui et qui parlera de FireMonkey et de Delphi. On reparlera de base de données aussi, évidemment, puisqu'on s'en sert aussi en mobile. Et la phase 3, on verra, ça dépendra un petit peu. En tout cas, la phase 2 est prévue jusqu'à la fin du mois, donc tous les jours du lundi au vendredi. Pour suivre cette formation, il vous faut qu'un navigateur web et une connexion Internet. Cela vous permettra de suivre les sessions en direct et de regarder les rediffusions. Et d'ailleurs, si vous êtes sur un navigateur et que vous n'avez pas ouvert votre fenêtre en grand, faites-le, puisque dès qu'on repartira sur Delphi, ce sera quand même avec une meilleure résolution que si vous étiez en petit écran. Et autre chose, si vous avez des coupures de son ou d'image, n'hésitez pas à vous déconnecter, vous reconnecter, ça peut arriver de temps en temps. La reconnexion générale règle le problème. Pour pratiquer, en revanche, vous allez devoir posséder une version de Delphi et l'exécuter sous Windows, sur un PC ou sur une machine virtuelle. Pour développer sur d'autres appareils, il vous faudra un appareil de test et connecté à votre ordinateur, par exemple des iPads, iPhone ou des smartphones sous Android si vous voulez faire du mobile, et éventuellement un Mac. Ou une machine virtuelle Linux, si besoin. Hop. Hop. Tac. Donc, j'utilise une version entreprise de Delphi 10.3.3 Rio, qui est la dernière en date sortie sur le marché. J'ai reparlé des licences juste après et de comment installer, et surtout quelle version prendre pour vous. Les exemples fonctionnent sur cette version, ils ne sont pas garantis sur les anciennes, même si la plupart des choses que j'ai créées fonctionnent sur les versions XE ou 10 quelque chose. Les choses que nous allons faire en FireMonkey ne seront probablement pas valides pour des versions antérieures à la 10. En tout cas la 10.0 Berlin. Par contre, pour les versions suivantes, on peut partir du principe que la compatibilité ascendante de Delphi est largement démontrée depuis 25 ans, et que ce que je vais vous montrer fonctionnera dans toutes les versions qui suivront, ou en tout cas toutes celles qui continueront à proposer les fonctionnalités que je vais évoquer. L'ordinateur sur lequel je travaille est une machine virtuelle sous Windows gérée par VMware Fusion, sur un vieil iMac, donc il y a 9 ans maintenant, et qui commence à être un peu poussif, donc il y a de temps en temps des ralentissements qui ne sont pas liés forcément à Delphi ou à Windows, mais plus à la machine sur laquelle je travaille, et à Time Machine qui se déclenche sans arrêt et qui me plante complètement l'ordinateur quand il se déclenche. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire jusque-là ou pas? Alors, sur Vimeo, il manque bien la session 13, mais c'est bon sur YouTube en qualité moindre. Non, j'irai vérifier pour cette histoire de vidéo qui manque, parce que pour moi, il y était. En tout cas, vous les avez toutes sur la chaîne YouTube de Bernstein. Alors, où puis-je télécharger le cours et les exemples présentés sur le site? Il n'y a qu'une invitation à s'inscrire, ce que j'ai déjà fait. En fait, sur apprendre-delphi.fr, vous avez 2 liens. Je vais vous l'ouvrir. En savoir plus qui vous ramène sur les pages de la formation. De P. Hop. Alors, je vais sur le site. Je copie l'adresse sur la barre de contact. Donc sur ce site-là, je mettrai d'autres formations liées à Delphi. Et vous avez donc l'inscription ici et en savoir plus. Et dans la partie en savoir plus, vous avez le descriptif de la formation. Alors des liens d'inscription évidemment pour ceux qui ne l'auraient pas fait, et puis les rediffusions qui sont en dessous. Alors le player est foireux. J'utilise Vimeo et il ne permet pas d'avoir plusieurs vidéos sur la même page. Donc je découperai ça à un moment ou un autre en plusieurs pages. Et si vous les voulez toutes correctement, vous allez sur Delphi, donc tu vas sur .fr/Delphi bootcamp. Je vais vous remettre le lien aussi. Hop.
Voilà, vous avez le lien qui est apparu normalement dans la barre de contact. Et donc sur la chaîne YouTube de Barnstein, vous avez directement la playlist correspondant à ce bootcamp, et sur chaque vidéo, vous avez aussi les liens. Alors, je vais l'arrêter. Ici, vous avez le descriptif de la journée avec le planning, et puis les liens vers les slides, et éventuellement les sources, et un exécutable s'il y a besoin. Donc là, vous aurez tout directement à partir de là, et je vais continuer sur les sessions suivantes à les transmettre pour qu'elles soient mises complètement dessus. Donc là, vous pouvez vous rediriger sur YouTube si vous voulez. Voilà, autre question. Donc Raphaël qui confirme qu'il y a les 14 vidéos, mais elles ne sont plus sous le nom à prendre avec Delphi. Mhm. Bon, il y a un truc louche par rapport à Vimeo, mais je regarderai dans les heures qui suivent. Donc pas d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire. On va passer au rappel sur les licences. Donc j'en ai largement parlé hein, sur la première session de la formation. Donc si si vous voulez plus de détails et savoir si elles correspondent vraiment à ce que vous voulez faire, regardez la session 1 de la formation. Vous aurez toutes les informations. Je vais quand même vous redonner quelques bases là-dessus. Donc Delphi est disponible seul ou dans le pack RAD Studio, accompagné de C++ Builder, qui est la même chose que Delphi, mais pour le C++. Il n'y a pas les mêmes compilateurs, enfin ils sont pas tous disponibles pour l'instant en C++ Builder, ça va évoluer avec les versions qui arrivent pour avoir un équivalent. Plusieurs de niveaux de licence sont disponibles pour Delphi, C++ Builder et RAD Studio. La Community Edition qui est gratuite, elle est équivalente à la version professionnelle et elle est destinée à un usage personnel et communautaire, donc les logiciels gratuits peuvent être créés et diffusés avec cette version-là, tout ce qui est open source ou des trucs qui ne servent qu'à vous. Un usage commercial est toléré pour un démarrage d'activité à condition de ne pas dépasser 5 000 $ de revenus annuels. Alors le démarrage d'activité c'est par rapport aux startups, hein. Dès que vous commencez à avoir des fonds, vous n'avez plus le droit d'utiliser la Community Edition. Si vous êtes plus de 5 développeurs non plus, c'est hors licence. Et du coup vous êtes obligé de passer aux licences payantes, donc commerciales. La version d'évaluation est disponible sur le site Embarcadero, elle est limitée à 30 jours, elle correspond en fonctionnalité à la version entreprise. La version professionnelle contient tout ce qu'il faut pour développer des logiciels ou applications mobiles pour iOS, Android, macOS et Windows. Elle intègre des modules d'accès aux bases de données locales, vous n'avez pas accès à tout ce qui est client-serveur avec la professionnelle. Par contre, vous avez quand même accès à tout ce qui existe en open source ou sur des librairies composants achetés chez des partenaires ou intégrateurs. La version entreprise ajoute des fonctionnalités client-serveur et serveur à la version professionnelle. Il y a aussi un compilateur Linux qui est proposé pour les processeurs Intel en 64 bits, des drivers CData pour accéder en SQL à des API de services SaaS, et le FMX Linux qui permet de travailler avec FireMonkey pour Linux. Donc ça c'est sur la version entreprise. Vous avez aussi une version architecte que j'ai oublié de mettre dans la liste, qui est en fait la version entreprise avec des outils complémentaires, dont un équivalent de Delphi pour la programmation en JavaScript qui s'appelle XTJS avec son outil de développement, édité par la société Sencha. Et enfin, la licence académique, qui est destinée à un usage d'enseignement et d'apprentissage. Elle est prévue pour les établissements scolaires d'enseignement supérieur et les organismes de formation. Les étudiants et enseignants y ont accès. Elle est à usage personnel dans le cadre des études et n'autorise pas d'utilisation commerciale. Pour en bénéficier, contactez le distributeur dont vous dépendez. En l'occurrence, pour la France, Suisse et Benelux, c'est Barnstein. Donc je vous remets le lien à côté, ici. Barnstein, hop. Donc si vous connaissez quelqu'un dans l'éducation qui a envie de se remettre à Delphi ou de voir à quoi ça ressemble, qui n'hésite pas. Soit la community pour lui, son usage perso, soit directement la version académique. Et pour ceux qui ne dépendraient pas de Barnstein en termes de région, donc vous pouvez toujours leur poser la question, ils pourront vous dire de qui vous dépendez. Sinon, vous avez les informations sur le site de Embarcadero dans la partie, je vais me remettre en français même si j'ai pas l'habitude. Vous avez un panier en haut qui vous permet d'accéder directement à la liste des produits à acheter, enfin, disponibles à l'achat, et puis ensuite, suivant les liens, vous aurez les informations
pour votre distributeur, et vous avez aussi ici un contact sales en bas de chaque page pour les informations. Pour les licences académiques, vous avez une rubrique For Educators ici, qui reprend les informations dans la partie ressources du site. Je remets le site d'Embarcadero aussi en lien. Voilà. Hop. Ceci étant dit, si vous utilisez la Community Edition ou la version d'essai, vous pouvez les télécharger directement sur le site d'Embarcadero et c'est le seul et unique endroit où vous pouvez les télécharger légalement. Les licences sont fournies lors de l'inscription et vous avez une licence d'1 an pour la Community Edition qui est renouvelable évidemment, tant que vous respectez les conditions de la licence, et la licence pour la version d'essai qui est disponible pour 30 jours. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pour la limite des 5 000 €, est-ce que le CA de l'entreprise ou de son activité informatique? C'est l'entreprise qui compte. Alors pour le chiffre d'affaires, officiellement, c'est, enfin pour les 5 000 € liés à la licence Community, Embarcadero considère que ce n'est pas un usage personnel dès qu'on dépasse 5 000 € de revenus, d'une manière générale, liés à une activité qui pourrait inclure le travail qui a été fait avec Delphi. Donc les logiciels développés dans une entreprise qui fait plus de 5 000 € de chiffre d'affaires, même si les logiciels en question ne sont pas distribués, ne doivent pas être conçus avec une version Community. Et sur les rappels qu'ils ont fait il y a quelques semaines auprès des utilisateurs de la Community, il y a aussi une petite règle qui rappelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser une Community chez soi pour travailler sur des projets d'entreprise. Il faut absolument la licence liée au développement qu'on fait. Donc la Community, c'est vraiment pour un usage perso. Pour des associations qui ont moins de 5 000 € comment dirais-je, de budget, pour les startups en création avant qu'elles aient leurs premiers apports de fonds, et pour les entreprises ou indépendants qui sont en dessous de cette limite-là, donc des auto-entrepreneurs qui feraient des petits boulots à droite à gauche et qui ne généreraient pas 5 000 € avec. Mais effectivement, si vous dépassez cette somme-là, officiellement, vous n'avez pas le droit d'utiliser la licence Community. Quelles sont les limitations dans la version académique? Alors la version académique, ça peut être la pro ou l'entreprise, ça dépend de ce que vous prenez. Et donc là, vous voyez avec votre distributeur qui vous dira, qui fera avec vous ce qu'il faut pour prendre la bonne version. Sachant là encore que l'académique est vraiment lié à un usage d'enseignement, donc il n'y a pas le droit de diffuser quoi que ce soit avec, si ce n'est des sources pour du partage de connaissances. Sachant aussi que la version académique est une licence annuelle qui doit se renouveler. La version Community comprend-elle des composants DataSnap qu'on trouve dans la version entreprise? Non. La Community correspond à la version Pro. Donc si vous allez sur le site d'Embarcadero, vous avez un comparatif. Ici, hop, juste que je retrouve où c'est. Donc dans la partie Delphi par exemple, vous avez voilà, ici télécharger la matrice fonctionnelle de RAD Studio. Donc ça correspond à Delphi et C++ Builder. Et là, dans le PDF que ça donne, vous avez les différentes rubriques. Donc la colonne de gauche, en gros, c'est Community et Professionnel. La colonne de droite, Entreprise et Architecte. Et la version académique, c'est soit l'une, soit l'autre, suivant ce que vous négociez comme version et ce que vous propose le distributeur dont vous dépendez. Donc là, vous avez tout le détail. Et puis pour CX pour C++ Builder, DX pour Delphi, avec les différentes informations. Et à chaque nouvelle version de Delphi, vous avez une nouvelle version de ce fichier-là. Donc n'hésitez pas à y revenir lorsque la 10.4 sortira dans le courant de l'été probablement, ou en septembre. Autre question, c'est bon. Donc je ne parle plus de licence. Donc où trouver des informations concernant Delphi, l'environnement, le Pascal et ainsi de suite. Vous les avez sur un certain nombre de liens. Alors je vous les ai mis ici depuis quelques jours. En tout cas pour ceux qui ont déjà parcouru la formation. Je ne vais pas y revenir en détail, parce que l'heure avance et j'ai quand même envie de vous montrer un premier programme FMX aujourd'hui. Donc vous avez les liens pour récupérer les informations sur les vidéos de la formation, les sources en bas, des liens que je vous ai déjà montrés, des informations pour récupérer d'autres librairies logiciels, open source et autres sur Awesome, Pascal, notamment sur GitHub.
Les webinaires mensuels avec Bernstein, des ressources vers les docs, des magazines sur lesquels on travaille, avec notamment sur Linux un article dans Programmer qui date de février normalement, et prochainement d'autres articles concernant Delphi dedans. Les liens concernant Embarcadero, donc tout ce qui est doc sur docwiki.embarcadero.com, la partie communauté avec des blogs, forums en anglais sur community.embarcadero.com ou idera.com/developertool. Les comptes Twitter, Facebook et YouTube pour Embarcadero, 3 sites qui peuvent vous servir. Donc Learn Delphi, qui est un site dédié plutôt à l'éducation et aux ressources informatives, qui est disponible sur learndelphi.org, Embarcadero Academy, qui est plus destiné aux professionnels, des formations payantes ou gratuites, et aussi la diffusion des bootcamps, des code rage, des sessions de conférences en ligne de 1 à 3 jours qui ont été organisées chaque année en octobre par Embarcadero, et donc ils sont disponibles là-dessus ou sur YouTube. Donc le portail qualité dont je viens de vous parler il y a quelques minutes pour signaler les anomalies que vous recensez ou demander des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez aussi participer à ce qui a été proposé. Et si vous signalez des anomalies, pensez à mettre des projets dessus pour les exemples. Alors, projets qui sont publics, donc ne mettez pas vos mots de passe ni vos propres sources, essayez de refaire des choses qui soient reproductibles sans avoir de données confidentielles dedans que vous diffuseriez, évidemment. Delphi, donc le lien pour le site sur lequel vous pouvez récupérer la version d'évaluation, sachant que j'ai mis le lien pour télécharger la version Community ici. Voilà, donc là vous avez les deux. Si vous n'avez pas encore de licence Delphi, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre suivant votre cas. Donc Community usage perso, triel pour un test en entreprise ou pour un usage commercial, et le site delphi.embarcadero.com qui correspond au site événementiel qui a été créé pour les 25 ans de Delphi au 14 février de cette année. Ensuite, les liens concernant la société Bernstein, qui est partenaire Embarcadero et distributeur de leurs logiciels et des logiciels de Sencha pour la France, la Suisse et le Benelux. Donc vous avez le site internet sur lequel vous avez la partie boutique et puis la possibilité de contacter le support utilisateur, Twitter et Facebook, et le lien YouTube que vous avez aussi sur vassure.fr/Delphi Bootcamp. J'avais mis plusieurs liens lors des sessions sur la VCL, celui-ci continue à être utile, puisque la partie éditeur de code est la même. Donc vous avez les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser et que je vous recommande d'apprendre pour manipuler plus rapidement tout ce qui est environnement de développement. Quelques liens sur des sites qui vous permettront de récupérer des images et une librairie que j'avais montrée dans les sessions VCL pour récupérer des images sous forme de fonte TTF et pas TFF. Hop là. Donc des images de fonte TTF directement comme bitmap dans la VCL FMX pour utiliser les images de fonte graphique qu'on peut retrouver maintenant notamment sur le Material Design. Quelques outils utiles pour pour programmer d'une manière générale, Notepad++, GBEpad qui est aussi un éditeur avec mise en forme du texte au Sublime Text qui existe sur plusieurs plateformes. Vous en avez plein d'autres, des outils pour faire de la base de données ou gérer des bases de données, dont j'ai parlé lors des sessions VCL et FireDAC, et quelques liens pour le cours en SQL et apprendre le SQL pour les bases de données relationnelles. Des questions par rapport à tout ça ou pas? Alors, comment sont sélectionnés les MVP? En fait, c'est sur cooptation. En tant que MVP, on a un rôle de diffusion d'informations, de connaissances sur les outils sur lesquels on travaille. Et en échange, on a des licences gratuites pour travailler. Les MVP sont sélectionnés en fonction de leur qualité de production d'informations ou d'assistance aux utilisateurs. En fait, si on a un rôle important par rapport à la communauté, on peut être sélectionné par Embarcadero comme MVP. Donc il faut juste postuler et puis faire des demandes. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter l'un d'entre nous ou contacter Bernstein pour vous proposer si vous estimez avoir des raisons d'être MVP ou pour entrer dans le programme. Alors, par rapport à Android, donc ARM ou Intel, oui, il y a aussi des tablettes Intel avec Android dessus, enfin des tablettes,
avec un processeur Intel et Android, c'est pas juste de Raspberry ou d'autres appareils, comme il y a aussi des ordinateurs sous ARM qui ont une version ARM de Windows. Et là aussi, Delphi pour l'instant ne le gère pas. Comment savoir si sa tablette ou son téléphone est un processeur ARM ou Intel? Alors là, c'est simple, 98% du marché, c'est de l'ARM. Donc ne vous posez pas la question, de toute façon ce sera très vite vu. Dans les paramètres de configuration de la tablette, vous avez les informations normalement dans les informations du système qui vous disent que c'est. Sinon vous avez une application qui s'appelle CPU-Z que je peux retrouver rapidos ici, donc sur play.google.com normalement. CPU-Z. Hop. Je mets le lien aussi hein, si vous voulez. Donc, vous pouvez télécharger l'application CPU-Z, donc la première. Après, il y en a plein qui utilisent le même nom, qui n'ont pas forcément les mêmes fonctionnalités ou qui ont des virus à l'intérieur, qui est un peu les joies de Google et de la non-vérification globale de ce qui circule dessus. Donc, téléchargez l'appli, elle vous dira si vous êtes en 32 ou en 64 bits pour le système d'exploitation de votre téléphone ou tablette, si vous êtes en 32 ou en 64 bits pour le processeur de votre système, et puis si c'est de l'ARM ou de l'Intel. Mais en général, sur les appareils récents, vous aurez un OS en 32 sur un processeur 64, ou en 32 sur un processeur 32, qui soit de toute façon de l'ARM, et malheureusement, encore trop rarement, du 64 bits sur un processeur 64 bits. Ça va jouer ensuite quand on travaillera dessus. Alors, pour la Belgique francophone, est-ce que par la France qu'on trouve des MVP? Alors, pour les MVP, donc vous avez sur le site d'Embarcadero, hop, Embarcadero ici, une rubrique sur la partie MVP, vous avez aussi le MVP Directory, qui est la liste de tous les MVP existants. Donc pareil, je vous copie l'adresse, voilà. Et donc là, dans Search Tools, vous avez le pays qui apparaît, donc pour la Belgique. Vous avez donc Bruno Firenze hein, qui est hyper connu puisque c'est le boss chez TMS Software, une des sociétés qui existe depuis très longtemps et qui crée des composants et des librairies pour, enfin qui crée et diffuse des composants et des librairies pour Delphi, C++ Builder et maintenant Lazarus aussi. Philippe Lagroux qui est assez réputé aussi et François Piette qui est plutôt spécialisé dans les composants, enfin qui édite des séries de composants liés à Internet et aux communications en ligne, enfin sur réseau d'une manière générale. En tout cas, c'est ce que je sais des produits qu'il édite. Donc vous pouvez les contacter si vous voulez, comme vous pouvez contacter n'importe qui en fait. Hein. Les MVP ne sont pas liés à un pays en particulier. Donc si vous préférez discuter en français, bah, vous pouvez me contacter ou contacter mes camarades ici. Donc en choisissant France au lieu de... Hop, j'ai oublié, donc MVP Directory. Ici, en France. Donc vous pouvez nous contacter, vous avez les liens sur les réseaux sociaux si vous voulez, ou directement par nos sites. Voilà. Donc on a tendance à être plutôt ouvert, mais submergé de mails, donc n'attendez pas forcément une réponse dans les 5 minutes. Hein. Et pareil, la plupart d'entre nous sommes soit de salariés, soit de prestataires informatiques, donc les réponses qu'on vous apportera seront au maximum de l'aide qu'on aurait pu apporter sur un forum, et en général on vous renverra sur développer.com ou d'autres sites sur lesquels on participe, mais qui vous permettront de communiquer aussi avec la communauté. Si ce sont des choses très précises par rapport à une activité professionnelle, on répondra ce qu'on peut, mais en général on basculera aussi, si ça prend du temps, sur une prestation commerciale. Là, après, ça dépend. Vous pouvez aussi contacter pour du support Bernstein directement, qui exerce une première activité, enfin un support de base et qui redirige sur nous ou sur des prestataires selon les cas, si le support de base ne peut pas être effectué. Donc vous n'êtes pas largué, hein, si vous avez du Delphi, il y a quand même plein de sites sur lesquels vous avez de l'assistance et des équipes un peu partout dans le monde qui peuvent vous aider. Question concernant Thierry Laborde. En fait, Thierry Laborde était distributeur il y a quelques années, avant que Bernstein reprenne la distribution pour la France.
Barnstein qui existe depuis très très longtemps aussi, qui s'occupait du Benelux jusque-là et qui a repris la distribution pour la France des produits Embarcadero il y a 3-4 ans maintenant. Et donc Thierry Laborde, qui était sur un distributeur, a changé d'activité. Il est désormais dans le camp des développeurs et normalement, vous devriez en entendre parler prochainement, puisqu'il avait un livre en cours de rédaction. Alors, je ne sais pas trop où il en est. Alors, je le recontacte d'ailleurs pour l'embêter un petit peu là-dessus. Mais pour l'instant, il est dans le sud et il travaille comme la plupart des personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Donc, dans le camp des développeurs, vous pouvez le contacter sur LinkedIn si vous voulez. Il a toujours son compte. Et il est aussi très ouvert par rapport aux utilisateurs Delphi et aux usages d'une manière générale sur ces technologies-là. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Non. Donc on va avancer. Alors, les épisodes précédents, donc j'ai dit phase 1, phase 2. La phase 1, c'était donc tout ce qui était Pascal, Pascal Objet, VCL et FireDAC. On reparlera évidemment du Pascal, puisqu'il y a des notions que j'ai pas abordées sur les premières semaines, et du Pascal Objet aussi, bien entendu. La VCL, je n'en parlerai normalement plus, sauf à faire des comparaisons avec FireMonkey pour les gens qui auront suivi les premières sessions ou qui utilisent la VCL au quotidien depuis 25 ans, ou moins, hein, évidemment. Mais en tout cas, ceux qui sont de la programmation VCL avec Windows auront des comparaisons au fur et à mesure des sessions sur FireMonkey pour que ne pas être, pour les aider à raccrocher les wagons plus facilement et savoir faire des comparaisons entre les deux. Je reparlerai de FireDAC, qui est la série de composants fournis par Embarcadero, la dernière série de composants fournis par Embarcadero pour accéder aux bases de données dans les jours qui suivent. Mais là, j'en avais parlé pour les bases d'utilisation de FireDAC, donc ça, par contre, je n'y reviendrai pas, je vous inciterai à aller voir les sessions correspondantes sur les rediffs. Et la partie connexion de FireDAC avec la VCL, évidemment, je n'en parlerai pas non plus. Et ça change avec FireMonkey. Donc vous avez le planning des différentes sessions ici, vous les avez aussi sur les rediffusions sur la chaîne YouTube, donc je ne vais pas revenir en détail. Est-ce que vous aviez des questions par contre par rapport à ce que j'ai pu dire sur les jours précédents? Les livres en français sur Delphi, ça manque un peu, qui, quand, pour les prochains livres? Alors, je vais faire de la délation. Il y a un livre qui devrait être publié prochainement chez les éditions ENI, concernant l'apprentissage de Delphi. Il est en cours de rédaction et plutôt bien avancé, de ce que j'en sais. Thierry Laborde avait un projet en cours sur la programmation FireMonkey, donc il faudra que j'en prenne des nouvelles pour savoir où ça en est. Vous avez aussi des tutoriels sur Internet, notamment sur développer.com. La question a disparu. Bien. Donc je disais, vous avez aussi des tutoriels sur Internet que vous pouvez trouver par rapport à Delphi, y compris en français. Alors, par contre, ils sont la plupart assez anciens. Donc ce qui est dit n'est pas forcément la dernière façon de faire les choses. Et vous avez un certain nombre de vidéos qui vous permettent de vous mettre à niveau. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait avec Barnstein depuis 2 ans. Enfin, je dis on parce que j'ai participé à pas mal d'entre elles. Évidemment, mes camarades et d'autres intervenants y ont participé aussi. Donc si vous allez sur mon blog, développeur-pascal.fr, dans la partie série en haut, vous avez un certain nombre de webinaires sur des thématiques particulières. On va en refaire plus. Enfin plus, en tout cas, on va reprendre les 1 par mois à partir du mois prochain, quand j'aurai fini ces sessions de formation. Et probablement d'autres séries vidéo en fonction des retours qu'on a eu ces dernières années, puis des demandes qui se font. Donc je vous remets le lien ici, vous l'avez dans le PDF de la présentation, donc vous pourrez le télécharger avec les informations plus tard. Donc vous avez un certain nombre de choses, notamment sur FireDAC, FMX et la VCL. Et vous aurez sur la chaîne YouTube de Barnstein, comme sur celle d'Embarcadero, mais la plus en anglais, des vidéos complémentaires. Alors côté livre, en dehors de celui de Thierry en cours de rédaction, celui des éditions ENI, et des tutoriels que vous pouvez trouver, vous en avez un autre sur Amazon. Alors, Amazon, que je retrouve, c'était Thomas. Alors évidemment, quand on cherche Delphi sur Amazon, on a une palanquée de trucs qui sortent. Voilà, vous avez un site de Johan Thomas. Alors pareil, je vais vous remettre le lien.
toucherez 3 centimes par vente si vous l'achetez. Donc vous avez un livre de Johan Thomas qui s'appelle Initiation Delphi, qui est sur Kindle uniquement, ou sur l'application Kindle, donc disponible uniquement numérique pour l'instant, et qui contient les bases de la programmation Pascal et de l'utilisation à Delphi. Donc vous pouvez vous reporter à celui-là si vous avez envie. Il y a toujours en téléchargement ou en achat les anciens livres qui avaient été écrits notamment par Paul Toth avec Delphi Studio 7 et 2-3 autres, et vous en avez plein en anglais qui sont sortis ces dernières années. Donc la partie littérature n'est pas totalement abandonnée, et évidemment, alors si quand même, chose importante, sur docwiki.embarcadero.com, donc la doc officielle, une fois que vous êtes dedans, vous repassez en français en choisissant français dans la colonne de gauche, et vous avez les guides de développement en Pascal, guides de développement en Delphi, et ainsi de suite, qui sont toujours disponibles, mais en ligne, et avec pas mal de docs d'une manière générale. Donc vous pouvez apprendre Delphi d'une manière générale en lisant tout ça. C'est pas forcément hyper pratique avec la partie Wi-Fi, mais là c'est chacun a ses habitudes, donc c'est faisable. Est-ce que... Oui, alors, Jean-Michel qui me demande si j'ai déjà parlé des packages Get-It. J'en ai parlé sur la session 1, donc j'y reviendrai rapidement par rapport à Linux, mais sans plus. Donc il faudra se reporter dessus. Par contre, j'ai rien détaillé par rapport au contenu Get-It, hein, puisque en plus Get-It est censé évoluer sur la version 10.4 ou les suivantes, d'après la roadmap. Est-ce qu'il y a un exemple avec le TF des tables? Oui, j'en ai parlé sur les sessions précédentes, donc regardez sur les plannings des versions précédentes, sur les premières sessions en fait, hein, où je parle de FireDAC, Pascal et base de données, donc théoriquement la session, les sessions 9 et suivantes. Donc regardez sur les jours 9, donc c'est le numéro de la session. Donc regardez sur tout ce qui parle Pascal et base de données sur les rediffs. Je suis sur la version 10.3.1, vous me conseillez de passer à la 10.3.3. J'ai vu beaucoup de mauvais retours sur le comportement de cette version dans ses aspects de base et je gère un large éventail de composants pour mes projets en cours. Alors, si la version 10.3.1 vous convient telle qu'elle, que vous ne faites pas de développement mobile, vous n'avez pas de raison de passer à la 10.3.3. Pour la VCL, il n'y a pas eu énormément d'écarts, enfin il y a eu des évolutions, notamment quelques améliorations et optimisations, mais sur la partie graphique Windows pure, donc la VCL, il n'y a pas de mémoire d'évolution particulière, il y a eu des correctifs à droite à gauche, mais sans plus. Si vous faites du multiplateforme, par contre, passez à la 10.3.3 et installez ces patchs, parce que tout ce qui est Android a évolué entre la 10.3.1 et la 10.3.3, et du coup, Embarcadero a fait les nécessaires de son côté pour le mettre à jour aussi dans les versions. Par contre, la 10.3.3 bénéficie d'un certain nombre de correctifs qui ont été publiés entre-temps. Donc là, pareil, si vous les cherchez, vous les aurez sur mon blog, alors sur le site d'Embarcadero, hein, évidemment, sur la partie plateforme que je vous ai transmise tout à l'heure, et sur mon site, donc sur le blog, dans la partie patch. Alors comme je ne les retrouve jamais, donc normalement c'est dans IDE, en l'occurrence Delphi, et ensuite vous avez les patchs à installer pour la version 10.3.3 de Delphi. Donc là je liste tous les correctifs qui ont été publiés par Embarcadero au fur et à mesure. Donc il faut les installer un par un et dans l'ordre que je spécifie si vous êtes concerné par les différentes choses qui plantaient ou qui ont été améliorées en cours de route. Sachant que la 10.4 arrivera d'ici 3 ou 4 mois, sachant que probablement la 10.4 arrivera d'ici 3 ou 4 mois, si vous n'avez pas forcément besoin des nouvelles fonctionnalités de la 10.3.3, vous pouvez attendre la 10.4 si vous voulez vous lancer. Mais d'une manière générale, je recommande quand même fortement de travailler sur la dernière version en date, parce que même si on ne le voit pas dans les composants visuels, on a des améliorations à chaque version dans la partie cachée, et là en l'occurrence dans tout ce qui est génération, enfin tout ce qui est collection d'objets qui ont été optimisés, les librairies JSON et autres. Donc c'est toujours un plus de passer sur les dernières versions pour être tranquille, mais effectivement d'une 10.3.1 à 3.3, il faut réinstaller l'environnement et une partie des librairies éventuelles qu'on aurait rajoutées nous à la main, ou en tout cas les recompiler, pour être tranquille. Voilà, donc là je pense qu'on aura fait le tour. Ok, je vous mets le lien pour les patchs aussi tant qu'on y est. Alors si, enfin juste une dernière chose par rapport au livre, il devrait y avoir un site qui ouvrira d'ici quelques semaines qui recensera tous les livres disponibles sur Delphi.
Donc ça, pareil, j'en mettrai le lien sur le blog, évidemment. Et vous aurez probablement une communication de la barre de Bernstein pour tous les utilisateurs de licence qui pourraient y aller. Donc on travaille sur ces choses-là aussi pour diffuser l'information qui vous permettra d'être autonome de votre côté au maximum. Donc, pas d'autres questions, on va passer à quelques rappels de base pour ceux qui ne connaissent pas Delphi, le Pascal, mais ça va être très rapide. Et après, je repartirai sur les choses qui nous amènent aujourd'hui sur cette phase 2 de formation sur la partie mobile, enfin mobile, multiplateforme d'une manière générale. Donc, Delphi, alors c'est un environnement de développement qui permet de coder en Pascal et en Pascal objet, donc la version objet du langage Pascal. D'une manière générale, on dit Delphi pour le langage et pour l'environnement de travail. C'est un abus de langage, mais je l'utiliserai aussi probablement dans les jours qui suivent pour parler de Delphi. Le Pascal, c'est un langage qui existe depuis les années 70, depuis 1970 d'ailleurs, qui permet de faire un petit peu tout sur tous les systèmes d'exploitation. Vous devriez avoir un dossier sur les environnements de développement dans le numéro, alors on est quoi? En avril, mai, juin, donc sans doute dans le numéro de juin ou juillet de Programmer, le magazine que vous trouverez aussi en téléchargement ou dans les kiosques quand ils auront ouvert, ou sur abonnement évidemment. Donc là vous aurez un panel d'environnement de développement, dont ceux qui permettent de travailler en Pascal. Donc Delphi actuellement propose 5, permet de travailler sur 5 systèmes d'exploitation en 32 ou en 64 bits selon les cas. Donc là, en l'occurrence, on a deux compilateurs iOS pour 32 et 64 bits, sachant que le 32 bits, normalement, il est plus utilisé, puisque la plupart des appareils iPhone et iPad, et iPod Touch, pour ceux qui en ont encore ou qui en ont acheté depuis 2 ans que Apple les a remis en circulation, sont en 64 bits. Donc le compilateur 32 ne sert que pour des très vieilles versions d'appareils, et en l'occurrence, ils sont plus gérés pour iOS, donc il vaut mieux repasser sur des anciennes versions Delphi qui géraient la bonne version de leur appareil pour travailler. Android, normalement, est désormais en 32 et en 64 bits pour des processeurs ARM. Donc là, pareil, le choix entre 32 et 64 dépend du système Android installé sur votre appareil, puisque la plupart des processeurs 64 sont encore avec des distributions 32 bits, puisque c'est pas Google qui gère les distributions, mais chaque fabricant, et qu'ils ont un peu parfois la flemme de faire les mises à jour. Par contre, je vous recommande de les faire quand vous en avez de disponibles. Parce qu'il y a quand même pas mal de failles sous Android à cause des applications qui traînent, et c'est quand même nécessaire de faire les correctifs. Ensuite, vous avez macOS en 32 et en 64 bits pareil. Depuis 1 an et demi maintenant, Apple distribue uniquement des systèmes d'exploitation en 64. Le 32 ne fonctionne plus depuis 2 versions de... Oui, c'est ça, depuis 2 versions de macOS. Les versions 32 bits donc sont essentiellement pour des vieux ordinateurs Mac qui exécutent aussi les applications en 64. Donc là en l'occurrence on a le choix entre les deux, et pour l'instant c'est du macOS en processeur Intel. On ne sait pas encore ce qui se passera si Apple va effectivement distribuer des ordinateurs avec un processeur ARM, comme des bruits de couloir semblent le laisser suggérer d'ici 1 an ou 2. Enfin, je suppose que Embarcadero fera le nécessaire de son côté de toute façon, que Apple aura fait une machine virtuelle qui plantera ces machines pour exécuter les applications existantes, mais comme ils ont déjà fait le coup entre le PowerPC et Intel, on n'est pas à l'abri qu'ils refassent une remise à zéro de tout le parc informatique chez eux et nous oblige à repasser sur autre chose. Donc, en tout cas, pour l'instant, compilateur macOS 32 et 64 bits. En Windows, on a aussi du 32 et du 64, pareil pour processeur Intel, et pour Linux, on a un compilateur Intel en 64 bits. Delphi intègre également un grand nombre d'assistants pour créer toutes sortes de projets, puisqu'en fait Delphi c'est l'environnement de développement avec tout ce qu'il faut pour créer des projets qui aillent de la fenêtre DOS jusqu'à des services Windows en passant par des serveurs web et des choses comme ça, un peu de tous les côtés. Donc en fait, dans Delphi, on a tout ce qu'il faut pour les faire selon la licence de Delphi qu'on utilise. Alors que je clique au bon endroit, ce sera mieux. La conception d'interface utilisateur se fait soit par programmation, qui n'est pas le choix principal qu'on fait dans un outil RAD comme les Delphi ou comme les aussi C++ Builder, soit en utilisant des composants, visuels ou non visuels, à agencer sur des fenêtres dédiées. Donc j'ai reparlé des composants visuels, non visuels dans les sessions liées à la VCL.
Les notions que j'ai abordées sont les mêmes, donc reportez-vous sur ces sessions-là. Si vous perdez le fil au fur et à mesure des jours qui viennent, ou n'hésitez pas à me reposer des questions, je referai un point rapide dessus. Donc là, en l'occurrence, dans Delphi, quand on fait des écrans pour des applications bureautiques, comme on les appelle, ou des applications mobiles, on dessine ces écrans en posant des composants ou des éléments graphiques sur un écran, sur une fenêtre dédiée, et ça nous permet d'avoir nos écrans qui se dessinent au fur et à mesure. Ces différents composants graphiques ou non graphiques sont des composants, et ils ont des propriétés et des événements. Donc là, ce sont des notions plutôt par programmation orientée objet, les propriétés étant les champs des classes correspondantes, et les événements étant des équivalents de fonctions de callback ou des points d'entrée dans ces composants-là. Delphi propose aussi le framework VCL pour le développement pur Windows, et donc FireMonkey pour le développement multiplateforme. Donc est-ce que jusque-là ça va? 3-4 questions. Donc pour les développeurs en C++, on peut utiliser les mêmes sites pour les patchs. Alors, oui, parce qu'en fait, les liens que je donne, ce sont les liens pour la version 10.3 de Delphi, RadStudio et C++ Builder en fonction sur les liens finaux, vous avez aussi des correctifs derrière. Donc là, j'ai recensé aussi les correctifs pour C++ Builder, puisque d'une manière générale, ça modifie parfois d'autres choses. Donc autant tous les mettre si on utilise RadStudio. Si on n'utilise que Delphi, ne mettez que les patchs Delphi, les autres ne servent à rien. Sinon, vous avez de toute façon sur le site community.embarcadero.com ou community.idera.com/développeur-tools les différents articles des chefs de produits et MVP qui ont des blogs dessus et qui reprennent les informations sur ces patchs-là. Hein. Vous pouvez faire une recherche dessus. Lors de l'installation de RadStudio Community Edition, donc Delphi ou C++ Builder, hein, puisqu'il n'y a pas de version RadStudio pour la Community Edition. Après avoir mis la licence fournie par Embarcadero, j'ai échec de tentative de connexion au serveur d'enregistrement de licence, et cela depuis hier, c'est normal. Alors, il arrive que les serveurs soient un peu saturés, ou déconnent. Donc, si ça marche pas aujourd'hui, retentez dans la journée ou demain. Il est possible que ça ait sauté pour une raison ou pour une autre, qu'ils soient en train de travailler dessus. Donc, là, en l'occurrence, c'est malheureusement un truc qui arrive de temps en temps quand il y a des gros lots de demandes de mise à jour ou de licence. Là, en l'occurrence, comme il y a les mails de la version bêta qui sont partis depuis 2-3 jours, il est possible que les serveurs de licence aient un petit peu de mal. Parce que le nombre de développeurs Delphi, enfin, le nombre de licences au niveau mondial est quand même de plusieurs millions. Alors, il n'y a pas probablement plusieurs millions de personnes qui ont reçu le mail dans les 3 jours qui précèdent et qui vont se jeter dessus, parce que ça intègre probablement aussi les community editions, mais ça veut dire quand même qu'il y a du monde qui demande une licence, ou en tout cas d'activer sa version, donc il est possible que les serveurs saturent. Donc retentez dans la soirée ou demain dans la journée, ça devrait passer, et de toute façon, si vous avez reçu le numéro de licence, il doit être activé à un moment ou un autre sur le serveur, donc vous pourrez faire l'installation. Les compilateurs Delphi génèrent alors du code natif à chaque OS. Alors, je ne parlerai pas de code natif, mais d'exécutable natif, puisqu'ils ne reconvertissent pas ça en un autre langage. Comme depuis l'origine des outils de développement chez Borland et Embarcadero, qui a pris la suite, on a des vrais compilateurs qui créent des équivalents des exécutables, quel que soit l'OS. Donc les compilateurs pour Android ne créent pas du Java qui serait transformé ensuite en code Java. C'est directement de l'exécutable pour Android. Pareil pour iOS, ça ne recrée pas de l'Objective-C ou du Swift, ça, contrairement à ce qui était fait sur la première version de... je dis une bêtise d'ailleurs, c'est pas contrairement à ce qui était fait sur la version XE2 avec FireMonkey, parce qu'il faisait du Pascal qu'on compilait sur iOS. Mais là, en l'occurrence, on crée des vrais exécutables directement depuis Delphi et on les exécute directement depuis les appareils. C'est pas de l'interprétation. C'est pas de l'interpréter, contrairement à certains logiciels qui permettent du développement, qui font des exécutables, mais qui en fait sont des sites web embarqués ou des conneries du même style. Là, on a des performances au maximum possible de la machine. Alors, c'est quoi CLX? Est-ce que c'est différent de la VCL? Comment dire ça sans être vache? Disons que dans le temps, Borland a fait une tentative de mise en place d'une version de Delphi pour Linux qui s'appelait Kidix, qui a été abandonnée assez rapidement parce qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de marché, donc ils ne pouvaient pas la vendre, même s'il y a beaucoup d'utilisateurs Linux qui en avaient envie et qui continuent à la chercher sur Internet.
Les composants CLX sont des composants qui historiquement venaient de Kylix et qui ont été utilisables sur Delphi en version 7, 7 à 9 je crois, ou de 5 à 9, je sais plus trop, et ils ne sont plus disponibles, puisqu'en fait ils étaient liés à une autre version de Delphi, c'était juste pour pouvoir utiliser les mêmes programmes Pascal créés sous Kylix dans Delphi pour Windows et inversement. Donc là, ces composants-là, il ne faut pas les utiliser évidemment si vous avez une vieille version de Delphi, puisqu'ils ne sont plus gérés, et qui à l'origine n'étaient pas censés être utilisés pour autre chose que du développement cross-platform. Voilà, donc fin des questions, on passe à la suite. Le Pascal, alors ici juste une chose, je dis CLX, c'est plus géré. D'une manière générale, les Delphi fournit avec des frameworks qui sont destinés à un système d'exploitation ou plusieurs. En l'occurrence, Borland historiquement a créé la VCL, et Embarcadero maintient la VCL, continue à la faire évoluer en fonction des évolutions de Windows et puis des demandes du marché, et a rajouté FireMonkey dessus. Il existe d'autres frameworks de composants, notamment TMS WebCore ou IntraWeb, ou CLX, qui étaient des vieux composants basés sur Qt, qui sont gérés par d'autres, qui ont potentiellement, à un moment ou à un autre, été fournis sous forme de composants offerts en version light ou en partenariat directement dans les versions, ou qui sont disponibles que chez d'autres fournisseurs. Embarcadero ne maintient que la VCL et Embarcadero, et FireMonkey. Les autres suites de composants sont fournies par des tiers pour l'instant, donc sauf s'ils les rachètent ou s'ils achètent des licences durables et qu'ils nous les fournissent, comme c'est le cas pour la librairie de composants Linux pour FireMonkey, Embarcadero ne maintient pas les produits en question, donc ils ne sont pas garantis d'une version à l'autre. Même si globalement les partenariats sont durables et que la plupart des suites de composants incluses dans Delphi à un moment ou à un autre sont encore trouvables sur les versions récentes. Malheureusement, il y a des exemples comme Crystal Reports, qui a été très utilisé à une période et que SAP a tué quand ils ont acheté Crystal Reports en arrêtant la distribution et la maintenance de la version Delphi Crystal Report, qui est un gros problème pour beaucoup d'utilisateurs qui sont dans les vieilles versions. Donc, quand vous achetez ou quand vous utilisez un outil de développement, quel qu'il soit, vérifiez quand même que ce que vous allez utiliser derrière soit avec une durée de vie importante, ou en tout cas soit susceptible d'être durable, parce que sinon vos projets ne seront pas durables non plus. Et là, en l'occurrence, si vous faites du développement purement Windows, vous pouvez utiliser la VCL sans aucun risque. Pareil pour du développement FireMonkey. Même si j'ai tendance à faire que du FireMonkey maintenant sur la plupart de mes projets, la VCL n'est pas abandonnée et continuera à évoluer. Alors, pour quelques rappels, est-ce qu'il y aura un remplacement de Crystal Report? Alors malheureusement, c'est une question qui revient régulièrement. SAP a arrêté depuis quelques années le développement de Crystal Report pour Delphi. Ils ont maintenu pour .NET. Donc il n'y a pas de solution pour les gens qui utilisent Delphi et qui ont des rapports existants sous Crystal Report. Enfin, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions qui permettent de contourner le problème, mais il n'y a pas de solution d'intégration de composants Crystal Report dans les versions récentes Delphi, puisqu'ils ne sont plus maintenus, ils ne sont plus distribués par leur éditeur actuel, qui se trouve être SAP. Donc je pense qu'un jour, si quelqu'un demande, à force qu'on leur demande, ils vont peut-être se décider à ressortir les trucs des armoires, mais pour l'instant, il n'y a pas de solution. Donc on se débrouille avec les rapports existants. Et les utilisateurs qui ont des rapports existants sous Crystal Report peuvent créer des DLL qu'ils compilent dans les anciennes versions pour pouvoir les utiliser dans les nouvelles, mais ils ne peuvent plus utiliser directement les outils dessus. Et ça, c'est la grosse question que beaucoup se posent dans les cadres de maintenance. Donc la partie applicative VCL ne pose pas de soucis majeurs. Par contre, effectivement, la partie rapport sur ces trucs-là ne passe pas. Actuellement, c'est Fast Report qui est depuis quelques années proposé en outil partenaire pour Delphi, enfin avec Delphi et C++ Builder. Fast Report qui est une boîte qui a l'air assez solide et qui a l'air d'avoir envie de rester indépendante, qui travaille sur son outil de reporting pour Delphi, pour C++ Builder et pour d'autres plateformes, et qui fournit des outils complémentaires, donc qui a priori devrait durer
un certain temps, donc vous pouvez vous reporter dessus si vous avez des nouveaux rapports à faire. Sinon, vous avez aussi historiquement Quick Report, mais qui lui n'a pas l'air d'être trop maintenu, qui n'est plus fourni avec Delphi. Et on avait aussi Rev Report pour tout ce qui était reporting, donc création de listing et d'impression d'édition, qui est maintenu plus ou moins par son éditeur, mais qui n'est plus fourni en standard avec Embarcadero. En tout cas, Quick Report, Rev Report, Fast Report sont disponibles dans les versions récentes et dans des versions antérieures. Et Stal ne l'est plus. Et vous avez aussi des outils open source qui existent pour ce genre de choses. Alors Jean-Michel qui me dit qu'il a acheté et qu'a priori ça fonctionne. Alors là, il va falloir que tu m'envoies les infos parce qu'effectivement, il y a plein de demandes de tous les côtés et j'ai pas de solution. Ouais. Il faudra qu'on en rediscute et que j'arrive à te choper au téléphone ou que tu arrives à m'avoir à une heure où je suis disponible. Donc en gros, ça après-midi. Donc, pour en revenir à tout ça, donc pour quelques rappels sur le Pascal, donc c'est un langage utilisé dans Delphi pour interagir avec les écrans ou dans nos programmes. C'est un langage typé et structuré et déclaratif. J'ai oublié de le mettre, mais je l'ai suffisamment dit sur les précédentes sessions et je le redirai régulièrement. Donc le Pascal est un langage assez simple, il y a environ une centaine d'instructions, voire moins. Et par contre, tout le reste vient des distributeurs d'environnement ou de compilateurs qui fournissent des choses pour l'utiliser. Si vous n'y avez jamais touché, vous pouvez revoir les sessions précédentes de cette formation pour voir à quoi ça ressemble et voir les instructions de base. On refera évidemment d'utilisation permanente du Pascal dans les sessions qui viennent. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions concernant le Pascal, on passe à la suite. Donc l'objet Pascal, c'est la déclinaison objet du Pascal. Quand je dis objet, c'est ce qui correspond à la programmation orientée objet ou qui sera abrégé en POO dans les slides et les jours suivants. En gros, c'est l'utilisation de zones mémoire qui permettent d'exécuter du code et de stocker des informations. Donc, qui sont des variables un peu plus étoffées. La plupart des gens qui suivent actuellement cette session devraient savoir ce qu'il en est, puisque je pense qu'il n'y a pas trop de nouveaux utilisateurs là dans les noms que j'ai pu croiser dans la liste. Mais si vous n'avez jamais entendu parler de programmation objet, vous pouvez vous reporter aussi aux sessions précédentes dans lesquelles j'ai introduit la notion il y a 2 jours, donc ça devait être la session 13. Et j'en ai reparlé hier aussi. Et donc le Pascal intègre, le Delphi intègre quasiment que des objets de tous les côtés ou des librairies Pascal de base qui sont historiquement fournis au fur et à mesure depuis la version 1. Donc depuis 25 ans. Si vous n'êtes donc ça c'est bon, donc c'est les sessions 13 et 14, celles de vendredi dernier et d'hier, sur lesquelles j'ai introduit des objets, donc vous avez des bases, vous pouvez aussi télécharger juste les slides si vous voulez, pour les voir. Et donc si vous connaissez déjà la programmation orientée objet dans d'autres langages, vous ne devriez pas être perdu, puisque globalement c'est la même chose ici. Juste des histoires de syntaxe. Quelques questions par rapport à tout ça ou pas encore? Non. On attaque les choses pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui et pour les 2 semaines qui viennent. Donc FireMonkey. Delphi propose la vaisselle pour le développement Windows depuis sa première version en 95. La vaisselle, elle est mappée sur les API du système Windows. Et ces composants sont soit des composants Windows intégrés dans Delphi, soit des composants redessinés pour des questions de rétrocompatibilité. En gros, une application qui utilise certains composants visuels de Windows 10 pourrait fonctionner sur la version 8 ou la version 7 ou des versions antérieures, notamment XP, si ces composants-là sont juste des images de ce qui se fait dans la version actuelle de Windows. La compilation des programmes sous Delphi permet de fonctionner encore sous Windows XP. Bon, évidemment, si ça utilise des API des versions récentes de Windows, ça ne fonctionnera pas, c'est normal. Mais vous pouvez continuer à travailler pour XP depuis des versions récentes sur Windows 10 sans aucun problème avec Delphi. FireMonkey, c'est un équivalent de la VCL pour concevoir des interfaces utilisateurs pour iOS, Windows, macOS, Linux et Android. Alors, la partie Linux a été intégrée officiellement avec les licences Delphi Entreprise et Architecte depuis 1 an maintenant. Avant, c'était un outil fourni par une société extérieure qui le commercialisait, qui est toujours disponible à la commercialisation pour des utilisateurs qui n'auraient pas les versions 10.3 et suivantes de Delphi. FireMonkey est apparu en Delphi dans la version X2. En fait, c'était une première version avec un compilateur iOS 32 bits
mais en fait c'était le compilateur FreePascal qui était utilisé depuis Xcode, donc l'installation et l'utilisation étaient assez compliquées pour les premiers utilisateurs. Il y a eu pas mal d'évolutions depuis, et maintenant ça se fait quand même beaucoup plus simplement. En tout cas, on n'a plus besoin d'installer des tas de choses sur le Mac pour travailler, et Delphi s'occupe de la plupart des choses dont on a besoin. Et la compilation se faisant sur la partie PC. La VCL s'appuie sur les API Windows, donc ça je viens de le dire. FireMonkey a une grosse différence par rapport à la VCL, c'est qu'il s'appuie sur des librairies graphiques, ce qui permet de fonctionner sur tout un tas d'environnements qui ne dépendent pas des API de Windows forcément, puisque la partie graphique, en général, on a des librairies qui fonctionnent sur un peu tout. Donc là, en l'occurrence, les librairies OpenGL qui sont open source et qui sont optimisées pour les différents systèmes. Dans les versions qui viennent, on devrait voir apparaître Vulkan et pour Mac et iOS, la librairie Metal que Apple est en train plus ou moins d'imposer pour tous les développements à venir. Donc il est prévu dans la version 10. Dans la roadmap de la version 10.4 d'intégrer Metal sur FireMonkey. Donc on aurait une librairie graphique pour Windows, Linux et Android, et puis une autre pour les autres plateformes, donc iOS et Mac. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ça? Oui, donc c'est tout graphique, mais on peut quand même basculer des composants graphiques en mode API. Parce qu'en fait, dessiner un composant, c'est sympa quand on n'en a pas beaucoup à l'écran, quand on en a 200, et que ce sont juste des champs de saisie, autant passer sur la version API de champs de saisie plutôt que la version redessinée. C'est quand même plus léger à l'utilisation. Surtout si on fait des applications bureautiques. Dans FireMonkey, tout est graphique et donc basé sur un système de style. Un bouton, ce ne sera pas un bouton, c'est un ensemble de formes avec des propriétés et des fonctionnalités sur chaque forme qui, une fois assemblées, ressemblent visuellement à un bouton et qui en ont les fonctionnalités. Et en fait, on peut créer des composants juste en assemblant des éléments graphiques et sous forme de style. Alors je ne parlerai pas de la création de composants dans cette formation, ni pour la VCL, ni pour FireMonkey, ni pour d'autres. Par contre, on verra rapidement comment personnaliser des boutons ou des choses comme ça sur la partie style. Mais pareil, je ne rentrerai pas non plus dans la conception d'un style complet de A à Z avec FireMonkey, sachant que, pareil, le concepteur de style aura potentiellement des évolutions dans les versions qui viennent. Donc, je ne me prendrai pas la tête et je ne vous forcerai pas à vous prendre la tête avec ça sur cette version, sauf s'il y a de la demande et qu'effectivement, vous avez des vraies raisons de vouloir faire un style personnalisé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Pascal? Pascal Objet, Delphi, VCL et FMX, ou est-ce que c'est bon? Donc a priori pas d'autres questions. Donc on va en venir à l'installation de tout ça pour pouvoir travailler, puisque l'installation est un gros sujet pour le multiplateforme. Pour installer Delphi, normalement il vous faut une licence et un programme d'installation. Une fois que vous avez ça, vous pouvez installer l'environnement sur votre poste de travail, donc une machine sous Windows ou une machine virtuelle Windows ou Linux, macOS ou Windows en l'occurrence. Et pour le travail en multiplateforme, il faudra choisir les compilateurs que vous voulez installer un certain nombre de librairies et puis configurer d'autres appareils éventuellement pour travailler avec. Donc je vais reprendre rapidement ce qui se passe pour la configuration des différents systèmes et appareils dans les slides qui viennent. Et je vous montrerai rapidement comment ça se passe sous Delphi. Donc l'installation de Delphi lui-même, simple, je ne vais pas revenir sur le processus, hein, j'en avais parlé dans la session 1, donc regardez-la si vous voulez le voir en détail. Globalement, vous avez deux façons d'installer Delphi, en mode ISO en téléchargeant le fichier ISO et puis le mettant sur un DVD et l'installant depuis un DVD, ou en mode web. Alors je vous recommande vivement la version web parce que c'est plus rapide et plus léger, pardon. Ça permet surtout actuellement de faire des modifications sur l'installation après. En mode ISO, vous êtes obligé de réinstaller à partir de l'ISO si vous faites des modifications dans l'installeur. Ça devrait évoluer pareil sur la 10.4 ou les versions suivantes. Une fois que vous avez installé Delphi, donc une fois que vous avez votre numéro de licence et installé Delphi et activé la licence, vous pouvez aussi modifier les compilateurs existants. Donc ça, vous le faites directement dans l'environnement, alors que je revienne dessus. Ici, dans le menu Outils, ici, vous avez une option Gérer les plateformes. Alors, cette fonction vous affiche une fenêtre de dialogue qui ressemble à l'installeur sur lequel vous choisissez les compilateurs que vous voulez installer. Vous pouvez en décocher.
Installez ceux sur lesquels vous êtes susceptible de travailler. Vous pourrez les rajouter plus tard, mais autant les mettre tout de suite pour éviter des manipulations sur les projets existants après. Et sur des postes sur lesquels vous n'avez pas d'espace disque, bah, ne mettez que Windows 32 et ou 64, en tout cas Windows 32 obligatoire, éventuellement Windows 64 si vous voulez compiler pour des trucs plus récents et que votre Windows le gère. Les autres plateformes ne sont pas nécessaires pour travailler de base. Donc là j'ai C++ Builder et Delphi puisque je suis sur une version RAD Studio. Si vous êtes sur une licence Community, vous aurez forcément que Delphi ou que C++ Builder, puisque les deux ne sont pas compatibles sur la même install en Community Edition. Dans la partie Autres options, installez les exemples et l'aide, donc les samples et le help. Parce que l'aide, on s'en sert en permanence, en permanence. On s'en sert régulièrement, même quand on développe sur Delphi depuis 25 ans. Les exemples, ils peuvent servir à faire des copier-coller, notamment sur le multiplateforme, pour tout ce qui aborde les permissions, les autorisations et d'autres choses liées au mobile. Si vous faites de l'Android, pensez à installer aussi le Java Development Kit et le Android SDK fourni avec Delphi. Éventuellement la partie interbase si vous utilisez des bases de données interbases. Pour développer des logiciels pour smartphone donc, et tablettes, vous devrez aussi avoir un appareil sous Android, parce que le simulateur Android fourni avec le SDK est une catastrophe de tout temps, puisqu'en fait c'est une émulation ARM sur un processeur Intel, donc c'est déjà pas hyper pratique, hyper réactif. Et d'une manière générale, il est de toute façon pas pratique à utiliser, donc il est préférable d'avoir une tablette ou un smartphone que vous utiliserez en développement, qui peut être votre téléphone habituel, si vous voulez, ça ne pose aucun souci. Sur l'appareil en question, alors sur Android, vous avez en général, selon les distributions Android et selon les marques d'appareils, un menu paramètres ou préférences, dans lequel vous trouverez un truc à propos du téléphone, et dedans, ou version du système, et dedans vous devriez avoir une rubrique qui s'appellerait en général numéro de bundle ou version de build, ou numéro de build. Appuyez 7 fois dessus pour activer les options de développeur. Alors dans certaines versions c'était 10, dans les vieilles. Donc appuyez sur le numéro de build dans les paramètres du téléphone quelque part. Alors je ne peux pas vous les montrer, je pourrais vous montrer sur le mien, mais ça ne sert à rien puisque si vous n'avez pas le même modèle, ce ne sera pas forcément le même endroit. Donc appuyez cette fois dessus, ça va activer une option qui s'appellera mode développeur dans les options de paramétrage. Et dans les options pour développeur que vous trouverez en paramétrage, vous avez une rubrique débogage USB que vous devrez activer. Ça permettra à Windows de passer dans un mode particulier, lorsque vous connectez le téléphone, de passer dans un mode particulier avec Windows et autoriser l'envoi de programmes exécutables directement depuis la connexion par câble ou en Wi-Fi, suivant comment vous paramétrez votre SDK. De base, c'est par câble, et donc il vous faut aussi un câble de data et pas juste un câble de recharge. Parce que j'ai déjà eu des cas de personnes qui n'utilisaient que le câble fourni avec le téléphone et que pas de chance, sur ce modèle-là, c'était pas un câble data, c'était juste pour charger, et qui s'étonnait que Windows ne repère pas le téléphone. Donc forcément, ça ne marchait pas, puisque les câbles juste USB de recharge ne permettent pas de connecter réellement le téléphone à Windows. Donc une fois que vous avez configuré votre téléphone, que vous l'avez connecté avec votre ordinateur et que Windows le repère, soit vous avez déjà le driver installé, ce qui est le cas sur les machines récentes avec Windows 10 qui le gère à peu près, soit c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, allez installer le driver de votre téléphone, récupérez sur le site de votre, fabricant de téléphone, ou installer depuis le SDK de Google le driver de base. Donc ça, je vais vous montrer comment faire. Ici, je suis dans Outils, dans Delphi, dans Outils Options. Par défaut, quand on a installé le SDK Android dans Delphi, il nous préinstalle certaines choses aussi dans l'environnement, ce qui évite de les taper nous-mêmes. Donc outil option qui est toujours un peu long à s'afficher, et en plus parce que ma machine rame. Ensuite dans la rubrique déploiement, vous avez gestionnaire de SDK. Et normalement par défaut vous avez Android
ici. Alors après, les autres, ce sera à rajouter, je vais en parler quand on va y arriver. Et sur la partie Android SDK, vous avez une rubrique, enfin trois onglets, SDK, NDK, Java. Sur l'onglet SDK, vous copiez le premier lien qui correspond au chemin sur lequel a été installé le SDK Android par l'installateur de Delphi. Et vous allez dans l'explorateur Windows et vous allez sur cette adresse-là. Donc Windows E pour l'ouvrir, vous allez directement dessus. Voilà. Et une fois qu'on est dedans, vous lancez le SDK Manager. Si vous voulez faire des machines virtuelles, vous utilisez le AVD Manager et vous vous reportez à la doc de Google pour ça. Juste pour l'installation du driver standard, vous l'avez dans le SDK Manager, donc je double-clique dessus. Il vous affiche les SDK actuellement installés. Il vous propose probablement de faire des mises à jour. Alors lui aussi, pareil, hein, c'est un peu calamiteux en termes de vitesse, mais ça ouvre la VM Java. Et vous avez un Google USB Driver quelque part dans la liste. Alors Delphi est fourni avec la bonne version du SDK qui est gérée par Delphi. Les mises à jour du SDK sont pas forcément recommandées. Enfin, elles peuvent être nécessaires pour diffuser sur les versions récentes des appareils, donc faites-les si vous en avez besoin, sinon ne les faites pas. Le seul truc qu'il faudrait installer, c'est le Google USB Driver qui va vous gérer la plupart des téléphones. Et si c'est pas le cas, vous installez des logiciels fournis avec votre téléphone par le fabricant ou en téléchargement sur leur site. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez relancer Delphi et éventuellement, enfin relancer Windows et relancer Delphi. À la connexion suivante de votre appareil, vous devriez le détecter normalement. Voilà, donc une fois que vous avez l'appareil connecté à Windows et vu par Windows, normalement c'est bon pour Android. Si vous travaillez avec iOS, alors là il vous faut un certificat développeur à prendre chez Apple qui coûte 99 € par an. Et grâce à ce certificat, vous allez pouvoir travailler sur les appareils iPhone, iPad et iPod Touch. Alors, je spécifie les iPod Touch, même si quasiment plus personne n'en a des récents, parce qu'en fait, ils en ont ressorti depuis 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus trop. Ils sont un peu cachés sur le site d'Apple, mais toujours à jour. Ils sont bien sous iOS 13 sur la dernière version, même s'ils ont mis du temps à mettre à jour la page. Donc, on a ces trois types d'appareils-là qui sont gérés par Delphi. Par contre, il vous faut un certificat de développeur, parce que ça, c'est une contrainte d'Apple. Il vous faut Xcode, qui est le logiciel d'Apple pour développer sur Mac, et il vous faut un Mac. Alors, il existe des Macs virtuels en ligne que vous pouvez louer à l'heure, préconfigurés avec des outils de développement, dont un qui est chez Mac in Cloud, je sais plus. Je vais vous mettre le lien aussi. Je tente de vérifier. Mac in Cloud. Ici, qui vous installe les machines virtuelles avec les outils de développement, y compris le logiciel de Embarcadero qui est installé sur le Mac. Parce qu'il y a le PA Server avec un partenariat avec Embarcadero dessus. Donc vous avez différentes versions qui vous permettent de travailler. Donc Mac in Cloud, que je recopie aussi dans la liste des liens. Si vous n'avez pas de Mac et que vous voulez faire du développement pour Mac, vous pouvez l'utiliser et louer des machines à l'heure. Ou à la journée avec ça. Par contre, ça vous obligera à tout remettre à chaque fois que vous travaillez dessus. Enfin, tout remettre ou prendre la bonne version s'ils fournissent la bonne version par rapport à ce que vous faites. Donc je reprends. iOS, donc des appareils sous iOS, Xcode pour travailler, un certificat développeur actif et décrit dans Xcode. Les appareils en question doivent être reliés à votre Mac pour que Xcode les voit et les passe en mode développeur aussi. En pratique, le mode développeur sur les appareils iOS, ça active juste une option en plus dans les paramètres, dans l'option réglage, qui va nous permettre de changer les certificats et de modifier un certain nombre de comportements selon les versions de iOS. Et pour que tout ça fonctionne avec Delphi, il faudra installer le petit programme PA Server sur le Mac. Donc je vais revenir au PA Server après. Il faut aussi que les versions d'iOS, Xcode, macOS et de PA Server soient cohérentes entre elles et cohérentes avec la version de Delphi que vous utilisez. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré le site plateforme support sur DocWiki. Hop, là. Je ne sais plus si je vous ai mis le lien, je vais le remettre.
Sur ce site-là, pour la 10.3 Rio, on a donc iOS 13, 12, 11, 10, qui inclut aussi la 10.3. Si vous utilisez la 10.3 de Rio, vous avez donc la possibilité de travailler avec ces versions-là sur les appareils iPhone, iPad et iPod Touch. Oula. Oui, et donc par contre, chaque version d'OS sur ces appareils dépend d'une version de Xcode. Donc si vous mettez une version trop récente de Xcode, il est possible qu'il essaye de vous mettre à jour la version que vous avez sur votre appareil. Si vous mettez une version trop ancienne de Xcode, il vous dira qu'il ne gère pas votre appareil. Alors vous pourrez toujours transférer les exécutables, qui en l'occurrence pour iOS sont des IPA, mais vous ne pourrez pas faire de débugage en direct. Et chaque version de Xcode, enfin un certain nombre de versions de Xcode sont gérées par le PA Server correspondant à la version de Delphi que vous utilisez. Donc évitez les mises à jour sans trop savoir ce qui se passe, vérifiez avant que Embarcadero a bien validé que ça fonctionne, ou émis des patchs par rapport à ça. En tout cas, de base, quand Delphi sort, en général, c'est par rapport à la version Xcode actuelle, ou la suivante, et la version iOS actuelle, ou la suivante. Et évidemment, la version de PA Server est fournie avec Delphi, donc correspond à la version que vous utilisez et que vous devez installer. Hop, pour travailler sur Mac, vous avez besoin du PA Server sur le Mac, et quelle que soit la version du Mac dessus. La version de Xcode n'est pas nécessaire pour travailler sur Mac, sauf si vous avez besoin de diffuser les produits que vous créez, puisque désormais il faut les faire valider par Apple, donc il vous faut aussi un certificat, qui peut être le même que pour iOS. Et sous Windows, donc en local, vous n'avez rien à faire si ce n'est installer Delphi. Si en revanche vous voulez travailler sur un poste Windows à distance ou sur une machine virtuelle qui serait une autre version de Windows par exemple, vous devez y installer aussi le PA Server. Pour Linux, même chose, machine virtuelle ou ordinateur sous Linux avec un processeur Intel. Vous y installez le PA Server et puis il peut travailler avec Delphi sans bidouillage particulier pour faire des applications en console ou sur le terminal ou des applications graphiques avec une distribution qui serait basée sur OpenGL comme celle de Ubuntu ou celle de Red Hat. Alors pareil, Linux, il y a plusieurs dizaines voire centaines de distributions Linux sur le marché. Embarcadero ne garantit pas un fonctionnement du compilateur et des programmes exécutables pour toutes. Ils sont testés pour les branches Red Hat Debian et pour Ubuntu. La plupart des autres distributions fonctionnent aussi, puisque au final, ça dépend quand même du même noyau, et la plupart des librairies existantes sont communes. Donc il n'y a pas de souci. Au pire, il faut installer une librairie graphique ou une librairie zip ou des choses comme ça sur le système avant de pouvoir utiliser un programme. En général, ça nous le dit. Sinon, on voit en fonction de ce qu'on utilise. Et donc, en tout cas, Embarcadero garantit un certain nombre de versions, de distributions. Là, en l'occurrence, celles qui sont indiquées, pareil, sur plateforme status, mais il y a des contraintes par rapport aux autres. J'ai fait des tests sur CentOS, CentOS 6, 7 et 8, ça passe, sans problème pour les applications console et serveurs. Je sais que sur les Gentoo, ça fonctionne aussi, enfin, les plus courantes fonctionnent, pareil pour les Fedora, puisqu'elles dépendent aussi de la Debian à l'origine. Voilà, donc d'une manière générale, en fait, si vous travaillez en local, vous utilisez les appareils connectés en local, donc votre poste Windows ou des trucs sur Android. Si vous utilisez d'autres appareils, il faut passer par le PA Server sur le système d'exploitation correspondant. Alors, le PA Server, vous le trouvez ici, dans votre installation Windows. Donc ici, donc sur C. Là, je suis sur l'installation par défaut, donc programme x86. Embarcadero, Studio 20. Pour la version 10.3 de Delphi, et vous avez un sous-dossier PA Server normalement à cet endroit-là. Dans ce sous-dossier, vous trouvez les programmes installés pour Linux, le programme installé pour Mac et le programme installé pour Windows si vous l'utilisez sur d'autres postes que le vôtre. Si vous voulez plus d'informations sur le PA Server et la compilation, débugage, compilation à distance ou le détail de comment on l'installe, vous pouvez vous reporter à 2 webinaires qui ont été faits ces derniers mois. Alors je vous retrouve ça. Donc dans les séries de webinaires,
Déploiement et débogage à distance, donc le webinaire de novembre, et celui de Linux au 3 mars, qui faisait suite à l'article que j'ai écrit pour programmer de février. Hop. Donc ça, je vous copie le lien pour le PA Server d'une manière générale pour s'en servir à distance. Et donc vous avez l'explication de comment l'installer sur Windows et sur Mac. Et pareil pour la version Linux, ici. Voilà. Donc pareil, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les reposer dans les jours qui viennent. Si vous n'arrivez pas à l'installer, ça vous empêchera de travailler correctement sur les autres versions de faire du déploiement et de la programmation sur d'autres systèmes. Donc c'est quand même un peu le but des sessions qui viennent. Donc il faudra que ça fonctionne. Évidemment, vous avez un lien sur le site d'Embarcadero sur la doc pour récupérer la dernière version du PA Server. Si vous ne pouvez pas le transférer en exécutable, vous avez un lien de téléchargement dessus. Alors pareil, je ne sais jamais où il est, mais on devrait le retrouver en cherchant PA Server dans la doc sur docwiki.embarcadero.com. Et là, en l'occurrence, il nous donne les informations. Installing on a Mac, et ainsi de suite. Donc là, vous avez les liens en fait dans les différentes rubriques, il y a juste à aller dessus. Voilà pour les différents appareils. Au final, la seule chose à faire, une fois qu'on a installé PA Server sur les différents postes ou configuré les différents appareils et Windows, il faut quand même aller dire à l'environnement de développement vers quoi on va travailler. Donc lui donner les adresses des PC, Mac et appareils sous Linux vers lesquels on travaille. Donc là, en l'occurrence, ça se fait aussi dans Outils Options, dans la rubrique Déploiement. Et donc on va y spécifier les machines et les kits de développement avec lesquels on travaille. Donc j'y vais. Donc je suis dans Outils Options, je vais dans Déploiement. Donc là, j'avais tout à l'heure le SDK Android déjà pré-renseigné. Il faut aussi aller dans Gestionnaire de profil de connexion si vous avez un Mac ou un autre PC, enfin un autre Windows ou un Linux avec lequel vous travaillez. Vous faites un ajout, alors la fenêtre en général est un peu réduite, donc n'hésitez pas à l'agrandir en plein écran pour éviter les ascenseurs dans tous les sens. Dans les profils de connexion, vous allez indiquer les informations pour vous connecter au PA Server des autres appareils. Et en fait, Delphi, lorsque vous ferez une compilation, va compiler et dialoguer avec le PA Server pour ensuite transférer le fichier, le déployer et l'exécuter et faire du débugage par son intermédiaire. Donc en gros, ça consiste en un nom d'appareil, enfin un système d'exploitation, l'adresse IP ou le nom de la machine, un port qui par défaut est le 64.211 qui est indiqué par défaut, et un mot de passe éventuel que vous auriez saisi au démarrage du PA Server quand vous le lancez. PA Server ne reste pas en mémoire, c'est à vous de le lancer à chaque fois que vous voulez l'utiliser et travailler avec Delphi. Et donc si vous mettez un mot de passe, vous devez le saisir à chaque fois au lancement du PA Server, et puis vous assurer que vous aviez bien enregistré le bon côté Delphi. Donc une fois qu'on est dans les gestionnaires de profil, donc on spécifie les différentes machines, les unes après les autres, et évidemment on teste les connexions au fur et à mesure. Ceci étant fait, je vous recommande vivement d'enregistrer l'écran et de revenir ensuite dans Outils Options, plutôt que de le faire tout de suite, parce que comme ça vous êtes sûr d'avoir tout enregistré et de ne pas avoir de soucis si ça plante en route. Ensuite, vous allez dans Gestionnaire de SDK, et pour chaque plateforme et chaque type d'appareil sur lequel vous voulez travailler, vous allez devoir ajouter le kit de développement correspondant. Donc en gros, ça correspond aux fichiers DLL et autres que le lieur vont rattacher à votre programme, enfin que le lieur et le compilateur vont rattacher à vos programmes lorsqu'il concevra les exécutables. Donc là, vous voyez que j'en ai un certain nombre, notamment pour iOS, j'ai deux versions, 12 et 13, parce que j'ai deux versions de Xcode, parce que je travaille sur deux Macs différents. Et que sur le Mac sur lequel je suis actuellement, c'est une vieille version du système puisqu'il est plus à jour, enfin il peut plus être mis à jour parce que trop ancien, donc j'ai une vieille version de Xcode qui fonctionne qu'avec iOS 12. Sur l'autre, je suis sur la dernière version, donc j'ai iOS 13.2 qui est disponible, et la 3 devrait plus tarder. Ensuite Windows, j'ai un autre poste sous Windows sur lequel je fais des tests, donc j'ai installé le SDK pour Windows 10 aussi. Pareil pour iOS 132 et ainsi de suite. Linux, j'en ai deux, et voilà. Donc là, installez tous les systèmes vers lesquels vous allez travailler. Pour Android, normalement, il est déjà préinstallé, donc il n'y a rien à faire, en 32 et en 64 bits.
Une fois fait, bah, vous enregistrez et vous avez votre environnement qui est prêt à travailler et à se connecter avec d'autres postes. Et vous aurez fini avec la configuration de Delphi et du travail. Alors ces opérations-là sont à faire pour chaque version de Delphi, puisque enfin à faire ou à importer depuis l'ancienne, puisque quand vous installez une mise à jour une mise à jour majeure de Delphi ou des bêtas, vous avez forcément toute la configuration à refaire, ou que vous pouvez récupérer une ancienne version avec l'outil de migration qui est disponible dans les paramètres ou dans le processus d'install. Alors ensuite, des questions. Donc un nouvel émulateur plus rapide à installer et Amstel, il fonctionne mieux. Oui, alors il y en a plusieurs en fait hein, d'émulateurs. Là, je ne parle que de celui de Google, mais d'une manière générale, émuler de l'ARM sur du Intel, si le processeur Intel de base n'est pas une bête de course, ça va pas donner grand-chose. Donc évitez les émulateurs, mais si vous n'avez pas le choix, faites-le. Et passez effectivement plutôt par des solutions alternatives que celles de Google, qui sont calamiteuses. Alors, Fabien qui demande où appuyer, parce que le numéro de build, il ne voit pas où appuyer. En fait, c'est sur le numéro lui-même. Vous avez une rubrique numéro de build ou numéro de version dans les informations sur le système, quelque part dans les paramètres de votre téléphone Android ou de votre tablette. Donc appuyez 7 à 10 fois dessus. Ça devrait vous dire au bout d'un certain nombre de fois qu'il vous reste un certain nombre d'appuis à faire pour le faire. Mais c'est pas un bouton, c'est une fonctionnalité cachée. Et puis ça tombe bien, c'est Pâques, donc autant parler de Easter egg. On est pile dedans. Alors Eric il dit que c'est pas Amstel, mais Axm, H-A-X-M. Mais il y en a d'autres, hein. Là, après, peu importe. Alors, quelle version de l'USB, enfin du Google USB Driver j'ai la dernière en date. Hein, là, j'ai fait les mises à jour, donc je sais pas trop. Mais c'est la dernière existante, puisque par défaut sur l'outil de Google, enfin du SDK de Android pour installer les paquets, il vous propose la dernière version. Alors évidemment, prenez la dernière version idéalement. Vous pouvez aussi installer les précédentes si vous voulez, mais ça ne sert pas à grand chose parce qu'il faudra les mettre à jour après si vous mettez à jour le kit. Puis avec la dernière version, on a plus de chances que tout soit géré sur les appareils récents. Pour la 10.2, existe-t-il des patchs pour réaliser des applis Android 10? Alors non. Android 10 et 9 ne sont gérés que sur la version 10.3 de Delphi. Et là, vous l'avez sur les plateformes. Hein. La 10.2 s'est arrêtée à la 8. Parce qu'en fait, sur la 9 et la 10, Google a imposé un autre système, enfin une version de SDK, qui était une version d'API, je ne sais plus laquelle. Et du coup, il a fallu mettre à jour le SDK partout dans tous les fichiers qui utilisaient le SDK et des API en dur dans les librairies de Delphi et de C++ Builder. Donc Embarcadero a fait les mises à jour, mais forcément elles n'ont pas été mises rétroactivement sur l'ancienne version. Et pareil en fait sur l'API 28 ou 26. Et les Android 9 et 10 ont rajouté des contraintes concernant les accès aux appareils photo et autres fonctionnalités qui pourraient avoir un impact sur la confidentialité des données et les données privées des utilisateurs des téléphones. Du coup, Embarcadero les a intégrés dans Delphi et C++ Builder pour pouvoir suivre les évolutions et continuer à publier des applications sur le Play Store. Mais historiquement, ce ne sont pas des choses qui ne sont reportées sur les anciennes versions. Donc la 10.2 ne permet pas de programmer des applications pour Android sur les versions récentes. Et il n'y aura pas d'évolution par rapport à ça, c'est pas un patch. Par contre, il arrive qu'il y ait des patchs qui soient faits par Embarcadero lorsqu'une nouvelle version d'OS plante, et que ce soit un OS qui officiellement était supporté. Notamment, ça s'est produit quand Apple avait fait des changements entre les versions bêta de iOS sur la version 10, si je me souviens bien, et que la version finale ne fonctionnait pas exactement pareil. Bah, Delphi était sorti à quelques jours avant la version finale de du SDK de la version 10 pour iOS, et du coup, bah, Embarcadero a corrigé dans les jours qui ont suivi, puisque eux aussi travaillent sur les versions bêta comme nous. Donc ils n'ont pas les versions finales avant tout le monde, comme tous les éditeurs de logiciels hein, d'ailleurs. Et par conséquent, bah, ils adaptent en fonction de ce qui sort et ils corrigent ce qu'il y a à corriger quand c'est nécessaire. Pareil, sur la dernière version, il y avait des soucis sur les iPhone XR et XR+, qui ne permettaient pas de débugger directement. Donc pareil, il y a eu un patch concernant le PA Server qui utilisait de nouveaux outils de Xcode qui n'étaient pas documentés quand les téléphones sont sortis.
Voilà, voilà. Donc, en tout cas pour la 10.2, il n'y aura pas de patch concernant Android 10 puisque ça ne fait pas partie des appareils supportés. Par contre, si pour une raison ou pour une autre, il peut y avoir un souci sur Android 8 et qu'il y ait de la demande d'utilisateurs, qui pourrait y avoir un patch dessus. Mais comme de toute façon il n'y a plus d'évolution d'Android 8, ça ne se produira pas. Voilà, donc cette fois sur le numéro de build, ensuite Android demande un code. Alors, tiens, j'avais encore jamais vu de version d'Android qui demande un code d'activation des options de développeur, mais je suppose que c'est le code PIN du téléphone le code PIN du téléphone en fait, le code de sécurité. Mais là, ça dépend de la marque et du modèle. S'il n'y a pas, vérifiez, enfin contactez le support du fabricant, ou en tout cas regardez sur les forums le concernant, parce qu'il doit y avoir d'autres utilisateurs qui l'ont déjà utilisé. Si le processeur est un AMD, peut-on le considérer comme Intel? Oui. Alors quand on parle de processeur Intel ou AMD, en fait ce sont des processeurs CISC, enfin sur une architecture CISC, et les processeurs ARM sont des processeurs sur une architecture RISC. C'est juste la façon dont ils calculent les informations, ils les gèrent et qui fait dépendre les choses les unes des autres. La branche Intel, qui historiquement s'appelle Intel, en fait c'est la branche x86 ou x64, d'où le nom du dossier Program Files, hein, d'ailleurs c'est x86 parce que c'était 32 bits sur processeur Intel dans Windows, hein, que je retrouve, que j'ai fermé ici. Là, vous avez programme classique, donc ça, c'est les programmes en 64 bits, et les 32 bits, ils sont sur du x86 parce que c'était l'Intel et que Microsoft a décidé de rebaptiser ce dossier-là avec le processeur de base. Les nouveaux, ce serait du x64. Donc c'est juste le nom de la gamme de processeurs, AMD étant un clone, enfin, historiquement étant un clone des Intel, et puis ensuite, ils ont évolué de leur côté, mais ils continuent à avoir des processeurs compatibles les uns avec les autres, globalement. Faut-il lancer l'émulateur avant de lancer Delphi? Sinon, comment lancer l'émulateur? Alors sur les émulateurs, il faut les lancer depuis le AVD Manager du SDK ou le logiciel que vous utilisez comme émulateur. Et vous le lancez quand vous en avez besoin, hein. C'est pas la peine de le lancer avant ou après Delphi. C'est si vous faites des programmes pour Android, vous voulez le tester pour Android, il faut que l'appareil ou l'émulation Android soit opérationnel. Donc lancez-le à ce moment-là. Docker est-il utilisable avec Delphi? Alors, oui et non. Il n'y a pas de conteneur Docker contenant Delphi. Mais si vous arrivez à foutre du Windows dans du Docker et du Delphi dans du Docker, il n'y a aucune raison pour que Docker le fasse pas. Par contre, Docker est quand même une machine virtuelle dans une machine virtuelle, et ça, c'est pas forcément idéal. Pour un truc qui prend des ressources, évitez ce genre de truc. Là, en l'occurrence, en plus, le but, c'est pas d'installer un peu n'importe où. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser Docker comme machine virtuelle, pourquoi pas, mais utilisez plutôt des machines virtuelles qui sont faites pour ce genre d'usage. Donc plutôt des vrais VM faites pour. J'ai rien contre Docker, hein, mais pour une utilisation comme ça, c'est pas forcément le plus performant. Par contre, Embarcadero a commencé à distribuer des outils pour Docker concernant notamment RAD Server et des installations de logiciels annexes. Ils sont disponibles sur Getit. Si on travaille en local, doit-on créer un profil de connexion? Non. En local, ça reste standard, il n'y a rien à faire. Pareil, si vous travaillez avec Android, c'est forcément en local, et donc il n'y a pas de profil de connexion à créer non plus. Avec la community, je dis rien pour Linux, je confirme le compilateur Linux n'est fourni que pour les versions entreprise, architecte, donc vous ne l'avez pas dans la community ou professionnelle. Vous l'aurez dans la version trial par contre, il devrait être disponible, mais limité à 30 jours d'utilisation, donc là on devrait arriver à la fin pour ceux qui l'ont installé au départ. Ça veut dire que pour chaque gestionnaire SDK, on doit faire un profil et donc avoir le Mac ou l'iPhone ou l'iPad connecté. Non. En fait, vous avez besoin d'un profil. Alors, dans les profils, vous avez besoin des machines sur lesquelles vous avez installé le PA Server. Par contre, sur une machine sur laquelle vous avez installé le PA Server, notamment un Mac, vous aurez Mac iOS en 32 et en 64 et macOS en 32 et en 64, de la version correspondante à Xcode installée, ou de la version du système pour le Mac. Donc sur une plateforme, sur un profil de connexion, vous pouvez avoir plusieurs SDK.
mais vous n'avez pas plusieurs, enfin, et inversement d'ailleurs, hein, vous pouvez avoir plusieurs SDK pour plusieurs plateformes, enfin non, le même SDK pour plusieurs plateformes, parce qu'en fait, quand on va compiler, on va choisir la plateforme et le SDK qu'on utilise. Là, j'ai beaucoup de choses parce que je teste beaucoup de choses aussi. Aussi que j'ai plein de versions différentes et que comme j'ai plusieurs Mac avec des versions différentes aussi, je suis obligé de gérer les choses sur plusieurs appareils. Dans configuration système en bas, il y a build, ensuite il faut entrer le mot de passe et on revient en arrière. Oui, donc c'est effectivement le code PIN du système, enfin du téléphone pour Android. L'avantage pour iOS, c'est on laisse le système se débrouiller, c'est Xcode qui fait les opérations de conversion de la partition et d'activation des options. Alors, sur son propre PC Windows, il faut créer un profil de déploiement. Non, en local, on n'a pas besoin, ça fonctionnera comme pour la VCL. Il n'y a rien à mettre, ni SDK, ni quoi que ce soit. Là, je les ai mis juste, enfin, j'ai des SDK Windows parce que j'utilise aussi d'autres appareils sous Windows vers lesquels je compile depuis mon poste pour des démonstrations, pour des tests. Ça, c'est bon. Alors, code PIN aussi. Donc, apparemment, les dernières versions d'Android le demandent. Enfin, demandent un code PIN lorsque vous faites l'activation du mode développeur. Bon, c'est vrai que le mode développeur intègre un certain nombre d'outils de débugage et de bidouillage du système, donc c'est pas forcément plus mal qu'ils évitent que n'importe qui puisse les activer n'importe où. Si les émulateurs ne sont pas repérés par Delphi, c'est qu'ils ne sont pas repérés par Windows, donc vous avez un problème d'installation de driver. Et c'est pareil pour les téléphones. Si le téléphone n'est pas repéré dans Windows, c'est qu'il n'est pas repéré par le SDK d'Android et donc pas par Windows non plus. Voilà, donc je crois qu'on a fini pour les questions sur l'installation. Évidemment, là, si vous n'aviez pas encore installé Delphi, installez-le, enfin prenez la licence qui convient à votre cas, donc la trial pour les entreprises ou la version Community Edition si vous êtes un particulier que vous l'utiliserez pour vous. Et installez tout ce qu'il faut aujourd'hui ou demain selon la charge des machines pour les serveurs de licence. Essayez au maximum d'installer tout ce qu'il faut pour travailler. Et puis évidemment, si vous avez des questions, on y repassera un petit peu de temps chaque jour dans les jours qui viennent pour être sûr que vous ayez tout d'opérationnel. Voilà, donc c'est midi. Je vais quand même vous montrer un petit projet FireMonkey rapidement, et puis demain on rentrera dans le vif du sujet avec donc comment on crée un projet FMX, donc l'assistant de création de projet, et surtout quels sont les outils dans le concepteur de fiches et dans l'éditeur de code pour travailler sur FireMonkey. Donc là je vais créer juste une application, donc par défaut on a fichier nouveau dans Delphi, application multipériphérique, soit dans le menu, soit directement depuis la page d'accueil, hein. Nouveau application multipériphérique. Donc je choisis la version Delphi puisque j'ai les deux. Je choisis application vide, OK. Et donc pour ceux qui connaissent la VCL, vous verrez, il n'y a pas de différence majeure dans le fonctionnement global des outils, si ce n'est tout ce qui est gestion de haute définition. Pour les images, de changement de positionnement à l'écran, parce que justement quand on est sur une application Windows, on a en général la taille qu'on veut, mais sur les applications mobiles, on a des centaines de tailles d'écran différentes, et des fois ça se joue à 5 ou 6 pixels dans un sens et pas dans l'autre. Donc FireMonkey et les outils fournis avec FireMonkey intègrent toutes ces fonctionnalités. Et donc ce serait bien qu'il se décide à me l'ouvrir. Voilà. Donc là j'ai une fiche, je vais faire comme d'habitude, un edit, un bouton. Je double-clique sur mon bouton, j'affiche le contenu du edit avec un show message du contenu de mon bouton, de mon texte. Voilà, un coup de F9, il va me proposer d'enregistrer. Voilà, je ne vais pas vous l'archiver, hein, je vais le mettre sur un dossier bidon que j'effacerai. Ici, j'enregistre.
Donc voilà, donc j'ai l'application qui s'est lancée, je saisis n'importe quoi, j'applique sur mon bouton et j'ai bien le show message qui se fait. Donc le fonctionnement sera globalement le même que pour la VCL, que pour les applications Windows, mais on va voir dans les jours qui suivent tous les outils qui permettent de travailler avec la partie multiplateforme de Delphi. Voilà pour ça. Hop, donc on va passer aux dernières questions et ensuite je clôturerai pour aujourd'hui. Donc sur mon PC, donc ça, sur les connexions locales, donc ça j'ai répondu pour Windows. Ça c'est bon. Un petit exemple pour tester demain la connexion avec Android. Donc faites simplement ce que j'ai fait, hein. Un nouveau projet multiplateforme, vous mettez des composants dessus. Alors si vous êtes sur un téléphone, ne les mettez pas trop à droite de l'écran, sinon vous ne les verrez pas à l'affichage, mettez-les plutôt à gauche ou jouez sur les alignements et les encres. Et par contre, si vous voulez compiler pour Android, dans le gestionnaire de projet, vous avez les différentes plateformes et vous choisissez celle qui vous intéresse. Normalement, dans les cibles, vous devriez trouver votre appareil, éventuellement en faisant un clic droit actualisé dessus. Donc vous cochez votre appareil, vous compilez, ça part dessus. Et ça, on y reviendra. Là j'ai rien, enfin j'ai plein de câbles, mais j'ai pas les appareils sous la main pour le mettre, donc je peux pas vous montrer aujourd'hui, mais sur le principe, ça fonctionne comme ça et c'est pas plus compliqué que ça. Si on veut développer sur un Windows ou Linux, peut-on installer Delphi sur les deux machines? Alors, Delphi, c'est une application VCL développée sous Delphi, globalement, hein, c'est schématise, donc il ne fonctionne que sous Windows, en 32 ou 64 bits pour la version de Windows. Delphi reste un logiciel ou un ensemble de logiciels qui fonctionnent sous Windows. Donc pour le développement, vous travaillez sous Windows ou dans une machine virtuelle Windows sur un autre système d'exploitation si vous voulez. Donc sur Linux, vous pouvez utiliser un PC, un virtual PC ou un truc comme ça pour exécuter une session Windows dessus et travailler dessus et puis ensuite compiler dessus. En termes d'installation, la licence utilisateur de Delphi autorise 2 installations par développeur, donc par licence, hein, sur les licences classiques. Il y a d'autres modes de licence, hein, notamment les licences à jetons, où on peut avoir autant d'installations qu'on veut et on ouvre un jeton sur le paquet de jetons qu'on a quand on veut travailler, et puis on libère le jeton quand on a fini pour pouvoir s'en servir ailleurs. Donc ça, pour ce genre d'informations, contactez le distributeur dont vous dépendez et Bernstein si vous voulez, ou si vous êtes en France, Suisse et Benelux. Ils vous expliqueront les différentes options pour les entreprises. Pour les particuliers, en général, c'est une licence, un particulier ou petite boîte, c'est une licence nommée, donc la licence de base, où chaque utilisateur a une licence à son propre nom. Et donc sur ces licences-là, on a droit à 2 installations simultanées de l'environnement. En général, c'est pour qu'on puisse l'utiliser sur un poste fixe et sur un poste mobile. Si vous l'utilisez sur une VM, vous l'avez installé sur votre VM que vous pouvez déplacer d'un poste à l'autre, ça pose aucun problème. Après, évidemment, le droit d'installer sur plusieurs postes ne donne pas le droit de l'utiliser à la fois sur plusieurs postes. Ceci étant dit, ce serait du piratage puisque ce serait l'utilisation abusive de licences à plusieurs développeurs dessus. Dommage que Linux ne soit pas proposé avec la Community Edition, alors que c'est très orienté open source. En fait, la politique d'Embarcadero sur ce sujet est assez claire. Au départ, Linux était vu comme un système pour les serveurs, parce qu'il n'y avait pas la partie graphique. Donc il était logique qu'il ne le propose qu'avec les licences qui proposent des outils serveurs, donc l'entreprise et l'architecte. Depuis un an, il propose désormais gratuitement pour les gens qui ont un compilateur Linux, donc les entreprises et architectes, le pack de composants graphiques pour FireMonkey compatible avec Linux. Donc ça, il nous l'offre avec les licences. Il n'est pas prévu, en tout cas pas annoncé dans les projets, de passer le compilateur Linux sur autre chose que les versions entreprise et architecte, même s'il y a beaucoup de demandes en ce sens. Par contre, vous pouvez toujours faire du développement sur la Community Edition et prévoir des applications depuis votre Community Edition et demander à quelqu'un qui a la licence Linux de vous le compiler ponctuellement s'il y a besoin. Il n'y aura aucune modification à faire sur vos programmes. C'est tout l'avantage de Delphi, c'est que ce qui est proposé fonctionne et on le sait avant de les utiliser. Et contrairement à d'autres environnements de développement où vous en apercevez en essayant de compiler et qu'il vous dit que non, finalement ça passe pas, ou à l'utilisation où il y a des trucs qui passent et d'autres qui passent pas, mais c'est dépassé à la compile, là vous le savez dès le départ et ce que vous faites est vraiment opérationnel sur les environnements qui sont proposés. Comment savoir si le câble pour le téléphone est un câble data? C'est simple, en fait, si vous branchez votre téléphone à un ordinateur, évidemment l'ordinateur allumé,
et que sur le téléphone, il vous propose juste de recharger et qu'il vous envoie pas une notification vous demandant si vous voulez connecter un appareil en tant qu'appareil photo ou autre chose, c'est qu'a priori, vous êtes sur un câble de recharge. En général, ils sont plus fins. Et pareil, si Windows ne repère pas votre téléphone et ne vous propose pas la récupération des photos dessus, ou vous ne le propose pas dans l'explorateur de fichiers comme étant un appareil multimédia, c'est qu'il y a des chances que votre câble soit un câble de recharge. En général, les câbles de recharge, ils sont fournis avec des chargeurs achetés à l'extérieur. Généralement, les téléphones sont quand même fournis avec un câble de data, puisque les fabricants permettent, quand ils sont encore fournis avec un chargeur, ils ont un câble data avec leur chargeur intégré. Pour les trucs achetés à part, c'est du 50-50, ça dépend où on achète et du prix. Mais en général, l'épaisseur du câble permet de le savoir, et puis vous pouvez vérifier avec plusieurs appareils. Par contre, si vous en avez un qui ne fonctionne pas, testez avec d'autres, parce que ça peut être l'appareil lui-même qui n'est pas configuré correctement, ou qui n'est pas géré correctement par Windows. Une fois compilée, l'application Android s'installe sur périphérique et on ne fait que tourner dans sa mémoire. Je confirme, c'est une application classique, comme un exe sur Windows ou un APK téléchargé sur le Play Store, ou un IPA téléchargé sur Windows, enfin sur l'App Store pour iOS. Les programmes que vous allez compiler depuis Delphi sont des programmes exécutables qui s'exécuteront directement sur les appareils ou que vous pourrez distribuer au même titre que vous distribuez des exécutables Windows. Est-ce que vous avez d'autres questions pour aujourd'hui ou est-ce qu'on clôture là-dessus? Apparemment c'est bon. Donc comme pour les jours précédents, vous aurez la rediffusion dans les heures qui suivent sur le site apprendre-delphi.fr ou sur vassure.fr/bootcamp, enfin Delphi Bootcamp. Si vous discutez de tout ça sur les réseaux sociaux, je vous incite à utiliser Delphi Bootcamp comme hashtag, histoire que je puisse jeter un coup d'œil éventuellement si je passe dessus. Et n'hésitez pas aussi à discuter entre vous par cet intermédiaire-là, et à parler de cette série de formations autour de vous. Pas de nouvelles questions aussi. Une dernière pour la route. Est-ce qu'on peut installer le programme sur son périphérique sans passer par le store? Oui. Alors ça dépend. Sur les exés, forcément oui, Mac et Linux aussi. Sur Android, vous aurez un point APK qui aura été généré par Delphi qui sera disponible sur l'arborescence de votre projet. Par contre, sur les iPhones, iPad et autres, ça passe forcément par Xcode ou sur votre poste avec votre licence, par votre numéro de votre licence développeur Apple ou par le store. On n'a pas d'autres possibilités maintenant pour distribuer des applications pour iOS depuis la version 13. Voilà. De toute façon, je reparlerai de tout ça et je parlerai aussi évidemment de déploiement. Donc au programme de demain, je parlerai du concepteur de fiches de FireMonkey. On verra quelques composants comme ça au passage et puis on fera quelques compilations de tests. Alors je les ferai plutôt sur Android ou Mac, puisque j'ai tout forcément à portée de main. Sur iOS, c'est possible que je le fasse aussi, si mon report d'écran fonctionne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les jours. Et puis à demain pour la suite.